Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo et de la pop culture. Titouan, tu lèves le pouce, tout va bien? Ça va très bien. La caméra là-bas. Salut. Bon alors les avis cette semaine, programmation Lovecraftienne, on a pris une pause la semaine dernière, on s'est un petit peu calmé, on a pris notre week-end et on vous revient en pleine forme en compagnie de deux invités de marque dont Alt236. Salut. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, je suis très heureux d'être ici. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es vidéaste, tu explores les confins du fantastique sur YouTube, c'est ça? C'est ça, alors plus largement les images étranges, et donc y compris fantastique, mais ça va vers l'art, le film d'horreur, c'est très large. Dès qu'une image est bizarre, je réponds à l'appel. Très très bien, et nous avons de l'autre côté un autre explorateur de l'étrange qu'on a connu sur No Life pendant une bonne dizaine d'années, Julien Pirou. Bonjour. Tu sévis également chez Ubisoft, oui. Où tu es designer, level designer. J'ai commencé comme level designer, actuellement je suis au département éditorial. Très bien, et on te retrouve actuellement sur Gamecult depuis cette semaine avec Retro Island. Voilà, tous les 2 mois, un nouvel épisode. Alors c'est une émission un peu dans la veine de Retro and Magic, c'est ça? Ouais, c'est le successeur spirituel de Retro and Magic. Très bien, très très bien. Bah écoute, abonnez-vous à Gamecult Premium évidemment pour suivre tout ça. On est avec Lorraine. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien et vous? Très très bien, très bien. On est ravis de te retrouver en plateau. C'est un peu la semaine des revenants avec Cédric aussi. Voilà. Salut. Je sais pas. D'accord. On reste dans le fantastique, les revenants, l'horreur. Voilà, très bien. Bah, on est un petit peu loin après Halloween, hein, mais bon. Comment allez-vous tous les deux? Comment tu vas alors? Moi j'ai déjà dit que j'allais plutôt bien. Mais voilà, moi ça va, écoute aussi. Je me tournais vers Cédric et Titouan. Ah, bah moi ça va, ça fait longtemps que j'ai pas fait le début de l'émission en fait. Oui, c'est vrai, parce que d'habitude tu présentes le Before is For. Effectivement, on a eu un petit souci avant et du coup voilà, l'émission, j'espère que vous avez apprécié le petit replay. Chacun son tour, hein, j'ai envie de dire. Chacun prend son dimanche, c'est très bien. Un partout, balle au centre. Et donc Cédric, tu nous reviens, tu es un peu notre spécialiste japanime, on rappelle. Oui, on va le dire comme ça. Tu me mets trop de pression sur les épaules à chaque fois. Je passe par là, la lumière est allumée. Mais j'aime bien, je suis sadique dans ce genre d'exercice, j'aime bien. Et alors cette semaine, on a deux critiques avec vous. Titouan, tu vas nous parler des montagnes hallucinées. Tout à fait, qui est ici et qui est à l'envers par rapport à la caméra, je pense, mais vous pouvez l'apprécier par cette Voilà, très bien. Tu peux même le brandir à l'image. Merci Cédric, tu es fantastique. Les montagnes hallucinées, donc de adaptation de Lovecraft par Go Tanabe chez Kiyun, on en parlera tout à l'heure. Et Lorraine nous livrera également la critique de Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Petit avant-goût comme ça, oui, non? Moi oui, franchement ouais. Pouce en l'air, très ouais. bien. On suivra ça tout à l'heure. C'est parti les amis pour le point news. Et on commence ce point news les amis avec Toby Fox qui nous donne des nouvelles. On n'oublie pas, la semaine dernière, on avait pris une petite pause. Deltarune est sorti. Deltarune, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau projet de Toby Fox, créateur d'Undertale, 3 ans après, qui nous sort des nouvelles aventures avec des personnages un peu les mêmes, mais en même temps différents, dans un univers un peu le même, mais un peu différent, avec une charte graphique un peu la même, mais un peu différente. Bon, voilà, vous commencez à saisir le délire. Avec déjà un nom un peu le même, mais un peu différent. Voilà, aussi. Deltarune, anagramme d'Undertale, évidemment. Après, l'aventure dure 3 heures. Après que chacun ait pu avoir son petit avis là-dessus, Toby Fox nous donne des nouvelles du jeu en disant que ce sera bien un jeu prévu pour 2020 ou 2021 et pour ça il a besoin de rassembler une équipe, pas envie de faire de Kickstarter, juste rassembler une équipe. Il a fait un appel à contribution, mais il a déjà à peu près saisi 2-3 profils avec qui il a envie de travailler, mais il veut se donner le temps. Est-ce que vous avez pu jouer à Deltarune autour du plateau un petit peu? Vous scrutez un peu le projet de loin? J'ai même pas joué à Undertale moi, donc j'attendais une version boîte qui n'est jamais sortie en France. Alors, je crois que maintenant il y en a une, mais j'attends une édition collector un peu jolie avec la boîte à musique. Et c'est jamais sorti, donc j'y ai pas joué. Alors il me semble qu'elle est disponible, mais sur des sites anglo-saxons évidemment. Ouais. Voilà, Lola était venue en plateau avec cette édition-là, mais effectivement il faut passer par des circuits un peu détournés. Et j'ai pas envie. T'as pas envie? Vive la France. Très très bien. On enchaîne très rapidement parce qu'on a beaucoup de news cette semaine. Microsoft qui a fait des annonces au Mexique cette semaine au X018 en officialisant le rachat des studios Obsidian. Obsidian, c'est le studio à qui on doit Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas et Pillars of Eternity, et également l'autre studio Inxile à qui on doit récemment The Bard's Tale 4. Le constructeur de console annonce également l'arrivée de PUBG, Thomas Was Alone, Ori and the Blind Forest et Hellblade sur le Xbox Game Pass. Énormément de news, il y avait du Devil May Cry 5 dans le lot, on va être concis. Ces deux rachats, on en avait parlé assez rapidement à l'E3 avec notamment le rachat de Ninja Theory.
entre autres, pour consolider toute une offre chez Microsoft. Est-ce que ça laisse espérer des beaux jours pour la prochaine Xbox One, Alt? Je te vois opiner du chef. Alors non, je t'écoute, je bois tes paroles, mais alors je n'ai pas de Xbox, donc tout simplement, voilà, moi je suis plus PS4, on va dire. Bah de toute façon oui et non, c'est parce qu'ils arrivent encore une fois ils pêchent surtout au niveau des exclus et les gens se tournent naturellement plus vers la PlayStation, et comme on le voit à chaque fois quand tu vas tester des jeux sur Xbox, ils disent ah mais attendez, on va tester la version PC, c'est mieux. Microsoft pousse vachement à aller vers le PC plus que vers la console, donc franchement je ne suis pas sûr. Et toi, du coup, vu que tu es plutôt computer RPG, ça te parle un petit peu, cette consolidation chez Microsoft avec Pillars, avec The Bard's Tale? Bah, moi, déjà, le fait qu'ils rachètent Obsidian et In Exile, ça m'intrigue, mais en même temps, ils ont déclaré qu'ils voulaient que ces studios gardent leur indépendance. On verra exactement comment ça se traduit. Ça, c'est pas toujours forcément très bien passé quand Microsoft a racheté des studios aimés par les joueurs. On se rappelle de Rare, il a fallu un certain temps avant que, il est vrai. que ça concrétise, et même Sea of Thieves a eu des réactions assez divisées. Assez polarisées, ouais. Donc voilà, on va voir. Ces deux studios talentueux, on attend de voir s'ils ont les moyens de faire des choses sympas, ça peut être que intéressant. On peut gager que Microsoft les leur donnera. Dernier point pour moi, je suis désolé, je m'éternise un petit peu. La BlizzCon 2018, des nouvelles de Diablo 4, non. Et de Warcraft 4, non. Diablo Immortal sur smartphone, voilà, vécu un peu comme une trahison par les fans de la firme. Développé donc par le studio NetEase, déjà en charge de l'hébergement de WoW et de Hearthstone en Chine. Donc l'idée, on la voit bien, c'est de se rapprocher des smartphones et du marché chinois. Mais également Warcraft 3 Reforged, un peu en forme de l'autre consolation, refonte du jeu original avec les campagnes Reign of Chaos et Frozen Throne, nouvelle interface, nouveau modèle, compatible Battle.net avec un éditeur de cartes qui permettra de créer des différentes parties, action RPG, tower defense, etc. D'autres infos seront à suivre dans le mois prochain, vu la prochaine couve de Game Informer, donc voilà, on faudra se tourner vers la presse anglo-saxonne pour avoir davantage d'informations. Je te vois, Julien, un petit peu concentré sur cette news. Toi, tu es un fan dans l'éternel de cet univers-là? En fait, j'étais un très grand fan de Blizzard pendant très longtemps. J'ai un peu décroché quand WoW a vraiment pris le pas, on va dire, sur leurs autres productions. J'ai pas trop suivi Overwatch, par exemple. Je suis passé assez à côté. Je suis pas trop un joueur en ligne compétitif, donc c'est pas trop mon truc. Et là, en fait, ce qui me frappe vraiment, c'est qu'on a eu... c'est une fin d'un état de grâce, en fait, de Blizzard. Il y a vraiment une époque où Blizzard ne pouvait rien faire de mal, entre guillemets. Et avec Diablo 3, qui n'a pas forcément été très très bien reçu par les fans, avec le départ de Chris Metzen, récemment du fondateur Mike Morhaime qui est parti aussi, on sent qu'il y a un Blizzard un peu historique qui finit par fondre dans le passé, peu, ouais. Et maintenant ne reste que Activision Blizzard, finalement la machine à cash, et du coup je pense que certains fans effectivement se sentent un peu trahis, d'autant que la BlizzCon, il faut rappeler que c'est pas une convention gratuite, les gens qui payent leur entrée, ça coûte quand même assez cher. Et Blizzard avait teasé sur des nouvelles de Diablo très en amont. Donc voilà, là ça leur pète un peu la figure, et j'ai quand même le sentiment que pour le coup ils l'ont un peu cherché. Très bien, effectivement c'est un petit peu, tu payes pour un concert de Booba et ta Caris à la fin, ou Tragédie, je ne sais pas. Non. Ça se compare, avoir des problèmes. Non mais juste Booba déjà c'est pas ouf, hein, donc je sais pas, c'est pour le coup de l'analogie. Réaction un petit peu autour de Blizzard avant qu'on passe aux news suivantes. Non, pas non, mais ils avaient annoncé aussi World of Warcraft classique aussi. En fait, quand que des remasters ou ils ressortent que les anciens jeux en fait. Un petit doudou transitionnel en attendant que la grogne se calme. On passe à deux news, Lorraine. Disney+ qui lève le voile sur son catalogue. Ouais, alors Disney se lance vers l'infini et au-delà avec son service de vidéo à la demande. Donc ça devrait être lancé fin 2019 et se veut grand rival de Netflix. Ils ont racheté récemment des grosses licences, comme on le sait, et la mainmise sur certains studios d'animation et distribution. On peut s'attendre à un catalogue assez considérable avec les Pixar, les Star Wars ou encore National Geographic. Je rappelle d'ailleurs que la série The Mandalorian est prévue exclusivement pour cette plateforme.
Voilà. Série qui sera réalisée par Jon Favreau, Exactement. showrunné par Jon Favreau, avec pas mal de gens, je crois Taika Waititi notamment. Je crois qu'il y a 2 séries Star Wars. Il y en a Absolument. une qui est faite par Jon Favreau et il y a, je crois, Mandalorian. Je crois que c'est vraiment 2 projets séparés. Ouais. Mandalorian, c'est Jon Favreau. Et là, ils ont annoncé qu'il y en aurait une deuxième qui serait centrée sur le personnage de Cassian Andor, le personnage de Rogue One. Et on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Et on sait qu'il y a une autre série, 2 autres séries Marvel, une sur Loki et une qui serait centrée sur le Faucon et le Soldat d'hiver. Ouais. Voilà. Et Scarlet Witch aussi, il y en a une autre. Bon bah voilà, donc ils ont bien beaucoup de lancé leur planning. Du remplissage digétique comme on aime, n'est-ce pas? Du coup, Lorraine, je crois que tu avais une deuxième news. Ouais, du coup, Netflix, pour contrer un peu l'arrivée de Disney dans le game, Netflix se lancerait justement dans plusieurs projets d'animation, et parmi eux une série inspirée de Altered Carbon et développée par le scénariste japonais Dai Sato. Et une autre dans l'univers de Pacific Rim qui serait dirigée cette fois par Craig Kyle, qu'on connaît pour Thor Ragnarok, et Greg Johnson pour X-Men Evolution. Et il y aurait également Kagaster, une adaptation du manga éponyme et développée par Gonzo, le studio derrière Hellsing et Afro Samurai. Pas mal de choses. Voilà. On a des nouvelles un peu du Pinocchio de Del Toro et des projets d'Henri Selick ou pas? J'ai vu ça absolument nulle part. Ok, bon, peut-être à suivre du coup dans... Oui, je te voyais... Non, sur Del Toro, c'est vrai qu'il n'a pas trop d'annonces, mais déjà il est en train de finir sa saga Tales of Astoria, là, le Troll Hunter. Là, il y a la nouvelle série Three Below qui doit commencer normalement. Officiellement, c'était prévu de commencer ce mois-ci, donc ça a dû être reporté pour le début 2019. Et il y a une 3e série, Wizards, qui devrait être la conclusion avec une nouvelle faction, les sorciers, qui se mêleront aux chasseurs de trolls et aux extraterrestres de Three Below. Et c'est toujours Del Toro qui chapeaute tout ça, donc il faut voir ce que ça donne. Un véritable workaholic, ce dingue. C'est dingue. Plein de choses à dire. D'ailleurs, Cédric, tu gardes la parole parce que tu vas nous informer que un manga inattendu a une adaptation animée. Ouais, c'est dans les annonces du site Rakuten, en fait, on pouvait voir la couve du dernier, je sais plus quel magazine c'était. Je vais pas me lancer dans un truc. On va dire Anime News Network. Voilà. C'est Anime News Network qui a relayé l'info en tout cas, mais on a pu voir que dans le prochain numéro où le manga Doro et Doro est publié, il va y avoir l'annonce que l'animé Doro et Doro va se faire. Donc on n'a aucune annonce de quel studio, de pour quand, de pourquoi. On sait juste que ça va être fait. Et pour moi, c'est une putain de news de ouf. C'est la meilleure news de la semaine ou même de l'année, parce que Doro et Doro, c'est un excellent manga qui est trop peu connu en France, qui a une très bonne fanbase au Japon. Et voilà, ils ont juste ça. C'est juste rien que le fait que ça soit annoncé qu'ils en fassent une, c'est ouf, quoi. On suivra ça donc d'assez près. On sait qui va diffuser. Non, il n'y a aucune news pour l'instant parce que je ne pense même pas que le magazine est sorti. C'est via la plateforme Rakuten. Ils ont vu sur l'aventure de la cover qu'il y avait l'annonce de Doro et Doro, donc c'est ce qui a fuité, mais zéro news, aucun studio, aucun network. Si ça rejoint le catalogue des productions adultes de Netflix ou pas. Des productions edgy, pardon, pas adultes. Deuxième news, on reste avec toi Cédric, Pika qui réédite une certaine trilogie. Ils éditent tout simplement, ça n'a jamais été sorti en France. C'est la trilogie de Project Ito, qui est un romancier japonais qui est mort en 2009 avant d'avoir terminé son 3e roman. Alors c'est la trilogie, c'est Empire of the Corpse, Shisha no Teikoku, Genocidal Organ et Harmony. Et je crois que c'était lors de l'écriture du 3e roman, donc il est mort et c'est son assistant qui avait terminé de l'écrire. Et Pika va éditer les romans dans sa nouvelle collection Pika SF de romans donc, et les mangas vont sortir, et les mangas, à l'instar des versions films, parce qu'il y a eu 3 films Project Ito sortis il y a 3-4 ans, ils ont été faits par des mangaka différents, donc on ne retrouvera pas les mêmes styles de dessin à chaque fois. D'accord. À l'image des films qui étaient confiés à des studios différents. Tout à fait. L'un des 3 ayant conduit, pour l'anecdote, à la fermeture de Manglobe. Oui. RIP. Mais Project Ito, c'est un auteur très intéressant, donc je pense que c'est une bonne initiative. Les mangas, je suis moins convaincu, je suis jamais très convaincu des adaptations un peu bateau, mais l'adaptation des romans, en tout cas, je trouve que ça va être intéressant. Ça vous donne envie autour du plateau un petit peu, le projet Ito, tout ça, c'est de la dark SF un peu, c'est ça? Ouais, pour faire vraiment un gros résumé de l'œuvre, du concept de l'œuvre, c'est que c'est on est au 19e siècle et en fait ils ont trouvé un moyen de mettre des âmes artificielles dans les cadavres, donc ça leur fait des esclaves de seconde main, et un étudiant en médecine, il a fait une expérience illégale. Donc on lui somme, en fait, il est accusé, et au lieu d'aller en prison, on lui propose plutôt de trouver la créature de Frankenstein, qui était le premier projet et qui est le seul des cadavres qui a une âme, mais qui peut parler et qui a un libre arbitre, en fait. Et c'est ce que veulent trouver les possesseurs de cette formule d'esclaves, s'ils veulent pas que les esclaves puissent se rebeller.
Donc on a enfin le scénario de Death Stranding en fait. Oui, globalement. Voilà. Très bien. Bon les amis, on finit ce point news sur deux tours de table. Je vais aller très 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 vite. Tout d'abord, on n'en a pas parlé la semaine dernière. C'est des nouvelles de Super Smash Bros Ultimate. 2 derniers personnages, Ken et Felinferno. Vergeben avait donc raison et le Grinch avait tort. Le mode Spirit remplace les trophées et le mode aventure qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Là, je crois que je te vois sourire parce que. Ah là là, c'est la folie. Qui va sauver le monde? C'est Kirby qui sauve le monde, c'est mon main depuis des années. Je l'ai toujours dit que c'est officiellement reconnu. Kirby est canonisé comme héros officiel de Smash Bros. Quoi. Donc rien que pour ça, ça vaut tout l'or du monde. Dernier pied de nez de Sakurai à Nintendo et dernier salut à Iwata dans l'éternel. Vous attendez un petit peu ce Smash Bros Ultimate autour du plateau. Julien, je me tourne vers toi peut-être. Alors moi j'ai toujours pas de Switch à ce jour, donc pas particulièrement. J'attends plus Shin Megami Tensei 5. D'accord. Démonologie jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Et toi, je vais dire une horreur, je suis pas très Nintendo. Aïe aïe aïe. Ouais. Tu es tombé sur mauvais. C'est génial, c'est du génie, mais j'avoue que j'ai pas eu de console étant petit, donc je suis passé à côté de toute cette. Moi j'ai découvert les consoles à 24 ans, et du coup c'est plus les jeux adultes. J'ai commencé par Manhunt, pas par Mario. Donc voilà, il y a 2 entrées dans le jeu vidéo. J'adore. J'ai une Switch et il y a des trucs que je vais tester, mais j'avoue que Smash, les personnages me parlent pas, je suis pas très jeu de combat, etc. Donc ça a l'air cool. En tout cas, ça a l'air d'être une super aventure marketing, en tout cas pour l'instant. Mais j'en sais pas plus, donc je veux pas m'exprimer là-dessus. Tout le monde a l'air content et ça c'est cool. On a Osmosis qui dit rembourser l'invité. Ouais, coucou à elle en tout cas. On salue évidemment Osmosis et également Phenom sur le chat qui nous fait des petits saluts. Et Kelaine, nouvelle, et Rusakov's Field. Bon, il y a beaucoup de gens sur le chat aujourd'hui. On les salue bien bas. Deuxième tour de table très rapide, ce qui est déjà 15. Rien ne va plus chez Square Enix. Un chiffre d'affaires en chute de 15%, bénéfice net divisé par 2, une perte de 28 millions d'euros liée à l'annulation de 3 DLC pour FF15. Un seul suffira à terminer l'histoire, donc le DLC consacré à Hardin, le méchant fantastique, je dirais, de FF15. Et ça se solde évidemment aussi par le départ de Hajime Tabata, un petit peu le spin doctor du projet, à qui on avait confié la tête du studio Luminous Productions, qui devait prendre en charge les futurs grands jeux AAA solo chez Square. Donc fin de partie pour FF15. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ces 2 ans qu'on a passé en compagnie de ce jeu absolument formidable? Peut-être bon débarras. Bon débarras, Cédric. Mais c'est très beau, mais j'en ai marre. Ils savent plus écrire des jeux en fait. Enfin, j'avais déjà le problème avec FF13, mais c'est imbitable. Enfin, je sais pas qui a joué à FF15, mais qui me résume vraiment l'histoire parce que c'est incompréhensible. Et surtout la fin est incompréhensible. Bah, on va peut-être pas raconter la fin. Non, bien sûr que non. Alors, à la fin de Xenogears. Tout est incompréhensible. Enfin, c'est pas bien écrit. Non, mais en fait, quoi. ce qu'il y a de mal écrit, c'est les espèces de flashbacks sortis de nulle part où tu comprends juste parce que le mec il a 3 pauvres poils sur la barbe qu'il est plus vieux. Effectivement. Mais même ton méchant, il est pas intéressant. Le méchant, c'est un gentil déjà. De base, t'as l'impression qu'il est gentil. Mais effectivement, mais bon, moi de toute façon, j'ai bien aimé le jeu, donc à un moment, oui, bien sûr, ils se sont cassés la gueule. C'est un des plus mauvais FF, mais ça reste jouable, tu vois. Mais ça reste jouable, mais c'est pas une bonne histoire. Non. Moi je comprends, j'ai pas envie d'acheter de DLC d'un truc que j'ai pas aimé de base. Moi c'est sûr. Mot de la fin pour Julien, peut-être ça reste jouable du coup. Alors FF15 je l'ai pas fait, moi le dernier que j'ai fait c'était le 12, ça commence à remonter. Mais après je pense que dans les RPG japonais de manière générale on note que les histoires en général ont tendance à être assez alambiquées. Souvent on voit que finalement la trame elle est simple mais les scénaristes tentent de faire croire qu'elle est complexe en rajoutant plein de couches et de twists et de choses, mais en réalité ça reste toujours un groupe de héros affrontent les méchants pour sauver la princesse. Je schématise non mais c'est FF15 c'est ça. J'appuierai ton propos et on finira là-dessus en disant que dans Persona 5 il y a un twist qu'on t'explique quand même 3 fois dans un dialogue et qui dure une demi-heure. Voilà. Ça c'était pour les gens qui n'aiment pas Persona 5. Les amis, c'est tout pour ce point news. N'hésitez évidemment pas à réagir avec nous sur le chat et à poser vos questions dans la suite de l'émission, car on se retrouve juste après avec 2 critiques, avec toi Titouan pour les montagnes hallucinées et avec toi Lorraine pour les nouvelles aventures de Sabrina. Dans l'ordre opposé, pardon, je suis désolé, j'aurais dû commencer par toi Lorraine. Pour l'heure, on va s'écouter un remix de Press Garden Zone Acte 2 par Funk Fiction. Petite case dédiée à JV Le Mag qui a réussi son Kickstarter. À tout à l'heure.
De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels avec Al236 qui dodeline. Toutes les semaines, on a quelqu'un qui dodeline et c'est toi cette semaine, c'est fantastique. Il faut danser la vie. tu n'es qu'amour. Exactement. Très bien. Lorraine, oui. Je crois que c'est ton tour, je crois que c'est l'heure de parler des critiques. On va très vite saluer sur le chat Kelaine qui nous pose pas mal de questions. Ça parlait pas mal un petit peu de RPG Jap pendant la pause. Voilà. Tu as lancé un pavé dans la mare, je crois. Là, c'est le marronnier qui va être sur toute l'émission. Un drop dans la mare. Un drop dans la mare. Très bien vu, bien vu. J'aime ce que vous faites, monsieur. Les amis, c'est parti pour les. Bravo. Ça on n'y touche plus. On n'y touche plus. Ça ne tombera pas plus. On a plein de livres qui viennent de tomber. C'est fantastique. Désolé, Julien. On s'excuse et c'est parti pour les critiques. C'est sur moi que c'est tombé. Mais c'est de la merde. Alors Lorraine, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Oui, alors pour celles et ceux qui auraient comme moi connu Sabrina, la série dans les années 90-2000, vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu. Le remake Netflix n'a absolument rien à voir. Et là, Karel, tu vas me demander, mais alors Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on va reprendre tout ça depuis le début. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Mais ici, on va plutôt parler de Satan. En fait, le grand public sait peu d'où vient Sabrina et c'est à l'origine un personnage de BD. Créé dans les années 60 chez Archie Comics et qui a connu un grand succès dans les années 70-80 dans la saga Sabrina, The Teenage Witch. Avec son caractère d'ado gentil et espiègle, elle donnera le personnage de sitcom que les pré-millennials comme nous connaîtront. Mais c'est en 2014 que Archie Comics décidera de remettre Sabrina au goût du jour dans une version beaucoup plus horrifique sous le label Archie Horror et écrite par Roberto Aguirre Sacasa, qui n'est autre que le scénariste de son adaptation Netflix. Et alors cette fois, ça raconte quoi ? Alors, on découvre la jeune Sabrina dans ses derniers jours d'innocence dans la petite ville de Greendale avec ses amis, son amoureux Hervé et ses deux tantes qu'il élève depuis la mort de ses parents. Mais Sabrina est mi-sorcière, mi-mortelle, et à son 16e anniversaire, elle va devoir faire son baptême noir, c'est-à-dire signer dans le livre de la bête, et ainsi choisir à jamais sa vie de sorcière en renonçant à sa vie mortelle et donc à son chéri et ses amis. Mais en quoi consiste alors la vie de sorcière ? Ici, il va s'agir de servir Satan et l'église de la nuit, aller étudier à l'Académie des Arts Invisibles, qui est une sorte de Poudlard pour les satanistes. Mais le problème, c'est que Sabrina est une rebelle. Et s'il accepte le culte de Satan, elle en refuse la domination patriarcale qui en découle. Mon Dieu, mais du coup, t'as soulevé un point important, mais juste avant, mais il y a clairement un message politique peut-être là-dedans. Ouais, alors en fait, donc elle est douée d'un grand pouvoir qu'on essaye constamment de réprimer, ce qui rejoint l'idée du contrôle des femmes par une domination masculine. En position de rebelle, en fait, Sabrina va démontrer une envie de posséder et maîtriser son corps comme elle l'entend. Elle signe le livre de la bête et acquiert la totalité de ses pouvoirs de sorcière, mais perd sa liberté. Et elle veut les deux. Donc elle refuse, elle fuit et au fil des épisodes, des événements qui vont toucher la petite ville de Greendale, elle va revenir sur ses pas et donner un objectif simple et pas trop ambitieux. Elle va devenir la meilleure sorcière et battre Satan. Voilà, c'est un petit objectif tout con. Franchement, c'est facile quoi. Franchement. Donc du coup un peu de lecture féministe du absolument. Sujet. Donc en fait, la sorcière, c'est un haut symbole du féminisme. Et même si toutes les sorcières de fiction ne sont pas féministes et que toutes les féministes ne se revendiquent pas comme des sorcières, ça reste une figure et un symbole relativement important. Mais outre cette dimension politique, du coup, est-ce que la série tient par elle-même ? Oui, complètement. Niveau réel, on reste sur du Netflix pur jus avec un étalonnage assez dark. Mais cette fois, une petite nouveauté fait son apparition, le flou constant. Quand on remarque ça, en fait, on ne peut plus y faire. On est obligé d'y faire attention. C'est un problème de mise au point ou je me suis demandé à certains moments. C'était vraiment, surtout sur les visages quand c'est très très proche, en fait. D'accord. À part ça, les personnages sont plutôt attachants et surtout Salem qu'on retrouve, mais qui cette fois en fait est divisé en deux personnages. Le chat lui-même qui est très très cool et Ambrose qui reprend le rôle du sidekick rigolo, un peu sarcastique. Et il y a pas mal de moments de bravoure un peu glauques avec des scènes un peu gore et dérangeantes où le maquillage un peu organique fait d'ailleurs parfois une brève apparition, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc bilan plutôt positif au final. Ouais, donc si on cherche à passer un bon moment devant un teenage drama avec quelques scènes un peu gore malaisantes, dans le bon sens du terme, Sabrina fait l'affaire et ce n'est pas la série du moment, mais il y a tellement de choses dedans que normalement tout le monde trouvera un point à sa convenance. Est-ce qu'autour du plateau, vous avez un petit peu regardé Sabrina ?
Alors moi je suis à fond sur Satan, mais j'ai pas encore vu Sabrina, non. Donc, non, mais je fais des recherches pour un truc en ce moment sur l'enfer et sur la figure du diable, donc je vais aller jeter un coup d'œil parce que Netflix généralement fait quand même les choses assez bien. Mais j'ai pas vu la série dans les. Pour le coup, ils ont eu des problèmes parce que l'église de Satan a porté plainte contre le studio qui a utilisé un peu trop l'image de Satan et qui a copié, je crois, la statue, le symbole de Satan en fait, un peu trop à l'identique. D'accord. Voilà. Et on a Osmosis effectivement sur le chat qui pose la question, le flou de lentilles est insupportable, pourquoi ça n'a pas été gardé uniquement pour les scènes magiques? Donc voilà, si c'est pas cantonné à un style de scène, c'est peut-être un défaut. C'est ce que je me suis dit aussi, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon. Mais c'est poussé beaucoup plus quand c'est des scènes un peu magiques. Ça vous fait envie, Cédric et Titouan? Bah moi oui, plutôt. J'ai pas eu le temps parce que j'ai jamais le temps de me poser pour mater un peu Netflix tranquillou. Qui a le temps de passer 13 heures par semaine sur Netflix en même temps? C'est vrai. Qui a le temps? Beaucoup de gens. Les chômeurs. Mais bon. Je suis intermittent, on y est quasi, mais j'ai quand même pas, j'arrive pas à avoir le temps. Non, ça a l'air très intéressant. Elle en parle très bien en plus. C'est vrai que moi j'aime bien la réinterprétation en fait. C'est-à-dire que si on m'avait ressorti hors de me rendre de l'aspect sitcom le même jus que la série des années 90, ça aurait été un peu inintéressant et elle en a pas parlé, mais il y a eu pas mal de séries en 3D ou de séries en 2D un peu nazes dans les années 2000-2010 qui sont très oubliables et qui surfaient un peu sur ce délire un peu rigolo de je suis à moitié mortel, je suis à moitié sorcière, alors que là ça a l'air beaucoup plus intéressant. Il y a un vrai poids au choix. Que ça reste vraiment tout le long en fait et bon, je veux pas spoiler, mais il y a un moment où ça va changer, mais je trouve ça vraiment bien amené en fait. Et toi, Julien, ça te donne un petit peu envie de regarder? Moi, j'ai envie de dire que ça tend à m'intéresser. Donc j'ai pas été deux gros satellites. Je viens de finir The Haunting of Hill House aussi sur Netflix. D'accord. Moi, j'ai adoré. Voilà, avec un peu de chance, Sabrina sera la suivante. Très bien, on suivra ça. Merci Lorraine pour cette critique. Tu as lancé pas mal de discussions sur le chat. Bravo. Bravo. Et nous avons Titouan maintenant. Après passer le salam à Salem. Très bien. Non, tu l'as volé au CM de Netflix, attention. Non, je l'ai trouvé comme ça, je trouve. Non, le CM de Netflix l'a fait avant. Désolé alors. On doit être copains. C'est pas grave. Non, mais c'est peut-être toi, remarque, tu ne sais pas dans une autre. Je suis CM de peut-être. Mais dans la vie actuelle qui t'amène en plateau, tu vas nous parler des montagnes hallucinées. Tout à fait. Et pas n'importe lesquelles, parce qu'elles sont chez Kiyun. Tout à fait. Donc, Les Montagnes hallucinées, qui est un roman de Howard Phillips Lovecraft. Je pense que vous connaissez, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette table. Sorti en 1936, c'est un de ses plus longs récits d'ailleurs, influencé par les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe. Lovecraft nous raconte l'histoire de chercheurs de l'université de Miskatonic organisant une expédition vers l'Antarctique. C'est ainsi que le professeur Dyer, expert en géologie, le professeur Pabodie du département de technologie et le professeur Lake, expert en biologie, partent en compagnie d'une vingtaine de personnes vers les terres encore inconnues du pôle Sud. Pendant leur aventure, les températures extrêmes et autres découvertes surprendront et feront halluciner les membres de l'expédition et d'étranges phénomènes apparaîtront. Donc Gu Tanabe, aussi auteur de Mr. Nobody, reprend l'histoire de Lovecraft et la met en image pour sortir un manga en 2016 au Japon, et c'est seulement maintenant que cette œuvre arrive chez nous aux éditions Kiyun. Alors qu'est-ce que ça donne une œuvre de Lovecraft? Là on a des images pour les personnes qui nous regardent sur Twitch, mais qu'est-ce que ça donne à peu près une œuvre de Lovecraft transposée en manga? Alors il faut déjà dire que Go Tanabe n'a absolument pas touché à l'œuvre originale. Bien sûr il y a des petites ellipses qui sont parfois faites, mais l'ensemble de l'histoire y est sans être transformé. Il y a beaucoup de références même directes à l'œuvre originale avec des phrases et des expressions identiques qui sont c'est plutôt sympa d'ailleurs de retrouver ça directement dans l'œuvre. On sent une réelle volonté de coller à l'œuvre originale. Il y a assez de détails d'ailleurs dans le livre de Lovecraft pour pouvoir faire des dessins très précis en manga. Le fait de mettre d'ailleurs en dessin le récit de Lovecraft permet une meilleure compréhension de l'histoire, grâce notamment à la facilité de lecture que donne le manga, mais surtout grâce au dessin en lui-même. Les grands paragraphes de description sont ici résumés sur une simple double page au maximum et donnent encore plus de détails que n'aurait pu donner Lovecraft avec de simples mots. Disons qu'après, c'est un style quand même, on voit à l'image, assez occidental. Donc ça s'émancipe un peu du manga, peut-être pour aller travailler d'autres influences. Tout à fait. Donc déjà les traits de Tanabe sont précis, ce qui donne des personnages très expressifs, c'est des traits fins. Cependant, malgré cela, des fois les décors imaginés par Lovecraft sont souvent à la limite du conscient. Donc il y a parfois des difficultés de compréhension, et pareil au niveau des saturations des couleurs où les dessins sont parfois un peu trop noirs, ce qui va poser un petit problème de lisibilité. Ouais. Donc effectivement le style colle au fait que les personnages soient américains.
Donc les détails permettent d'avoir des décors très fournis et c'est là l'une des principales forces du manga. On va avoir par exemple des détails sur des mirages qui nous permettent de comprendre que les personnages hallucinent même si eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Le but de l'histoire est de rendre en fait l'Antarctique étouffant, bourré d'hallucinations, je le répète mais c'est important, et d'hallucinations visuelles, donc les décors ont une énorme importance et Tanabe s'en sort à merveille à ce niveau. Donc je pense que vous pouvez voir déjà en image un petit peu ce que peut donner ces magnifiques décors. Après, le manga montre peut-être de tension et nécessiterait en fait de jouer plus avec le lecteur pour faire ressortir la dimension horrifique de l'histoire et le style surtout de Lovecraft. Cela est dû notamment au fait de ne pas pouvoir ajouter les longues descriptions justement dont je parlais tout à l'heure, des choses horrifiques, parce qu'elles sont présentes dans l'œuvre et en fait ça donne une certaine accumulation qui est très importante pour donner en fait la peur au lecteur et qu'on n'a pas ici puisque ce sont de simples dessins. À part ça, le manga reste quand même excellent, très lisible, bien que parfois, comme dans l'Antarctique, il y a des tempêtes de neige. Parfois, on va avoir la neige qui est très cristallisée, va donner un aspect organique et mélanger. Par exemple, à des personnages qui sont aussi organiques vont donner un mélange assez particulier qui m'ont personnellement posé un souci de lisibilité. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment magnifique. Il faut le souligner, le manga est vraiment très beau. On peut le voir ne serait-ce que la couverture est magnifique. Et c'est une bonne porte d'entrée, surtout je pense, dans l'univers de Lovecraft. Ok, très bien. Donc c'est contrat rempli, donc a priori. Contrat totalement rempli. Ok, toi Cédric, tu l'avais lu, il me semble. Je l'ai lu en partie pour Mangaka. J'ai pas eu le temps de tout lire. Justement, je l'ai acheté tout à l'heure pour mieux le relire. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Justement, il a donné les bonnes qualités et les bons défauts. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve que l'ancrage et le tramage est peut-être un poil trop saturé. Ça sature un petit peu et des fois on a du mal avec les descriptions. Il manque des lignes de force et de vitesse pour comprendre certains mouvements. Il y a un côté très statique, comme si effectivement le concept de retranscrire un roman est vraiment là, donc ça fait vraiment un roman graphique, moi je trouve, pour le coup, plus qu'un manga. Et je suis d'accord que ça manque peut-être un poil de tension. C'est un peu on suit. Un peu scolaire, tu veux dire. On est vraiment sur le fleuve d'une rivière, une rivière un peu mouvementée, mais il n'y a pas vraiment de gros accros, je trouve, dans la lecture. Je ne dis pas qu'est-ce qui se passe Oui, d'accord. Okay. Il n'y a pas assez de péripéties pour l'instant. En tout cas, moi je trouve c'est vraiment très lisse. Il y a moins l'aspect en fait horrifique qui est lié en fait à la tension que provoque la lecture. Alors ça adapte les 3 premiers chapitres, on rappelle, c'est ça? Voilà, c'est en gros du premier chapitre jusqu'au troisième et demi, et donc il y aura une suite qui, donc je pense, finiront l'œuvre en entier de Lovecraft. Très bien. Julien, on en parlait en antenne, tu étais assez curieux de voir ce que ça donnerait. Tu n'as pas lu, je crois, l'adaptation manga. J'ai pas encore eu l'occasion de la lire, elle m'intrigue beaucoup. Voilà, en tout cas le style graphique effectivement est assez impressionnant et d'un côté, en le feuilletant tout à l'heure, on se disait qu'il y a un côté presque BD franco-belge en fait, ouais, c'est ça. Qui est aussi inhabituel en manga. Et il y a quelques dessinateurs au fil des années qui se sont attaqués à adapter Lovecraft en BD c'est toujours intéressant de voir comment les sensibilités locales interprètent finalement Lovecraft. Très bien. Toi, du coup, Alt. Alors moi, on me l'a offert la semaine dernière, donc j'ai pu le feuilleter, mais je l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai adoré Les Montagnes Hallucinées. Je trouve que c'est très intéressant qu'un mangaka adapte si frontalement une œuvre occidentale, parce que je trouve qu'ils sont géniaux pour nous piquer énormément de trucs et presque le faire mieux que nous. Enfin, ils ont comme ça. Nous, on arrive beaucoup moins bien à aspirer la culture japonaise que eux la nôtre. Et là, je trouve qu'essayer de rendre de façon quasi clinique le rendu en manga, un peu bande dessinée que ça pourrait donner, je trouve ça très intéressant et assez courageux comme ça. Et puis il fait très envie. Moi, je trouve que l'édition est magnifique avec cette espèce de faux cuir et puis un ancrage alors certes sombre, mais qui moi m'a sauté aux yeux. Je trouve ça très chic, très beau. C'est vraiment une belle édition, donc je vais le lire avec grand plaisir et attendre la suite aussi, qui je pense sera plus folle vu la suite de l'histoire. Évidemment. Et puis peut-être remarque, mais est-ce que justement cet ancrage un peu particulier qui nuit parfois à la lisibilité de l'image favorise pas ce côté un peu hallucinogène où on n'est pas sûr de ce qu'on voit aussi? En fait, ça arrive dans l'histoire. Ils sont à la recherche en fait de la chaîne de montagnes noires, mais comme le manga est en noir et blanc et que c'est dans la neige, il y a beaucoup de contrastes justement entre la neige et les montagnes. Mais quand tu as une énorme chaîne de montagnes sur des montagnes,
comme c'est très 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 noir, on a du mal à trouver des fois la délimitation dans le noir en lui-même. Mais effectivement, ça participe aussi au fait que ce soit très hallucinogène. Et toi, Lorraine, qui n'est pas très versée dans le manga, est-ce que ça te donnerait envie de franchir le pas ? Bah franchement ouais, et effectivement je trouve que le dessin est vraiment assez éloigné du manga, enfin en tout cas de ce qu'on connaît du manga quand on s'y connaît pas, comme moi par exemple. Non, je trouve que ça fait plus roman graphique, mais ouais, non, ça a l'air très très chouette. Très bien, bah écoutez les amis... Juste, je finis ça, il faut féliciter Kiyun, parce que c'est Kiyun qui a fait cette édition-là. Le manga au Japon est sorti sous un format manga très classique, et c'est Kiyun qui a eu cette idée de faire ce manga en mode un peu carnet d'aventurier, faux cuir, voilà. Et tu fais bien de le dire, car Phenom rappelle que Kiyun prévoit toute une collection consacrée au manga adapté de Lovecraft, donc on suivra ça d'assez près. Et j'ai Osmosis sur le chat qui nous dit: est-ce que Alt pourrait mieux nous montrer son t-shirt, parce que c'est toujours des trucs exceptionnels, on voit pas bien là, smiley qui sourit. Mais on n'est pas le seul, je suis pas le seul à avoir un t-shirt, mais c'est un illustrateur américain, je crois, qui reprend des grandes figures. Alors je sais pas où on le voit, du coup tourner la caméra, oui, voilà. C'est totalement anti sonore ça, mais du coup c'est pas radiophonique du tout, c'est pas grave, voilà. Pyrokinesis, très très bien. C'était donc la fin de ce segment. Oui, évidemment. Les amis, on va se retrouver juste après cette pause musicale tirée de la bande son de Sabrina, figure-toi, Devil Woman de Cliff Richard. À tout de suite. De retour dans Hyperlink avec cette fois-ci Titouan qui fait du coupé-décalé. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous fais là? Non, je fais juste coupé-décalé mais vertical. Iwatesque, j'ai envie de dire. Voilà. Très bien. On parlait de Smash Bros tout à l'heure, voilà. On a Phenom qui nous dit: la pause, c'est le moment, j'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. C'est exactement ça. D'ailleurs, Charlie est derrière la vitre avec une carafe pleine qu'on savourera à la prochaine pause. Les amis, cessons de digresser. C'est l'heure, on va pas perdre de temps, c'est l'heure du débat sur Lovecraft et l'œuvre, le grand œuvre du mythe de Cthulhu. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors les amis, comment est-ce que vous avez découvert Lovecraft? Alt, Julien, je vous laisse commencer. Julien, peut-être. Moi, mon premier contact avec Lovecraft, ça a été par le jeu vidéo en fait, notamment par un jeu qui s'appelle Prisoner of Ice. Les plus vieux s'en rappellent peut-être. Et donc voilà, où j'ai découvert sur la boîte du jeu que c'était inspiré des œuvres de H.P. Lovecraft. Je sais qui est ce H.P. Lovecraft. Et à l'époque, il y avait une collection de livres pas chers qui s'appelait Librio, je sais pas si certains se rappellent de ça. Et ils avaient sorti comme ça dans cette collection La quête onirique de Kadat l'inconnu. C'est quand même un nom qui ne s'invente pas. Et donc c'est le premier Lovecraft que j'ai lu et j'ai vraiment adoré. Et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et il faut dire que c'est un peu un ovni dans son œuvre. C'est presque de la fantaisie en fait, c'est de la fantaisie onirique dark. Et voilà, de fil en aiguille, après j'ai découvert tout le reste. Grâce au CDI notamment du collège. Ah oui, donc j'ai cru grâce au CDI la CDI Philips. J'ai cru. Alors on pourrait dire que Zelda sur CDI est une abomination Lovecraftienne. Tu avais employé le mot ctuloïde, je crois, dans Ctuloïde d'outre-espace. D'outre-espace, exactement. C'est pas mal. À l'époque, une blague vieille de 11 ans, les amis. Très bien. Ah bah oui, écoute, les vrais savent. Et toi, Alt, du coup? Moi, ma maman était prof de français, donc il y avait plein de livres à la maison et ça avait l'air toujours d'être des grands classiques qui faisait un peu peur et tout. Par contre, il y avait deux livres assez étranges il n'y avait pas une couverture particulièrement cool, d'ailleurs c'était un truc graphique un peu moche, mais il y avait deux titres qui m'avaient obsédé, notamment le premier c'était Par-delà le mur du sommeil et le deuxième Je suis d'ailleurs, donc c'était je sais plus dans quelle édition, mais les titres m'avaient fait bloquer et du coup j'ai lu ça gamin et c'est beaucoup plus tard que je suis revenu vers une exploration plus profonde, mais gamin ça m'avait marqué parce que ces livres étaient étranges dans la bibliothèque de ma mère. Voilà. Un vocabulaire un peu obsédant peut-être. Ah, complètement. Puis même les mots par-delà le mur du sommeil, moi déjà tu m'as eu quoi. Je sais que ça va parler de choses de portail par-delà les songes et de choses imvues et abominables et indicibles et tout ça. Enfin voilà, c'est déjà dans le titre, il y a déjà toute une promesse qui est incroyable, je trouve. T'avais trouvé un petit peu cette promesse, toi aussi, Lorraine, quand tu as découvert Lovecraft? Moi, Lovecraft, en fait, c'était vraiment une quête personnelle parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de somnambulisme et de terreur nocturne et de beaucoup de problèmes au niveau de mes rêves quand j'étais enfant. Et du coup, en fait, j'ai un peu cherché dans Lovecraft. Enfin, j'ai découvert Lovecraft un peu comme ça. Et aussi, quand j'étais au lycée, en terminale, j'avais des cours particuliers avec une prof de français. Et le jour où je suis arrivée chez elle, elle avait une bibliothèque pleine à craquer de Lovecraft. Il n'y avait quasiment que ça. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux. Et du coup, en fait, on n'a plus fait de cours particuliers de français. On a fait que parler de SF et de Lovecraft. Et j'ai pas eu mon bac, mais c'est pas grave. C'était des bons moments. Voilà, exactement. Et vous deux, du coup, Cédric et Titouan?
Moi, c'est Bloodborne en fait. Et je connaissais déjà en fait de par le mythe en soi-même et de la créature de Cthulhu. J'avais été intrigué un jour et donc j'avais fait des recherches et j'avais mal orthographié Cthulhu comme tout le monde. Évidemment. Et je suis bien tombé sur ce que je voulais et ça m'avait du coup ramené sur l'œuvre de Lovecraft. Et voilà, après j'avais retrouvé ça dans Bloodborne et j'ai pu lire du coup Les Montagnes Hallucinées qui m'ont beaucoup plu. Et voilà. Et alors moi, c'est complètement random, je te l'avais dit tout à l'heure en off, c'est quand j'étais plus jeune, j'ai acheté les DVD d'horreur Énergie, mes meilleurs films d'horreur, et il y avait Dagon, qui était un film d'horreur un peu nanardeux, et je savais pas du tout ce que c'était, il m'a fallu des années avant de capter que ça faisait partie de l'œuvre de Lovecraft, parce que même sur la cover, il n'y avait pas vraiment marqué ça, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire de village de pêcheurs qui prie une espèce de monstre. En fait, c'est l'adaptation du Cauchemar d'Innsmouth transposé dans un petit port espagnol. Mais tu l'as vu ce film-là, toi? Oui, je l'ai vu. J'ai vu un certain nombre à tous les degrés du nanar adapté de Lovecraft. Voilà, et après j'ai capté Cthulhu. Je pense que c'était avec Nerds, où justement c'était toi qui en parlais dans un épisode en parlant de monstres cthulhuides, un monsieur poulpe. Et j'ai fait. J'ai commencé à raboiter les morceaux. Ah oui, d'accord, voilà. Ok, très très bien. Bah écoute, comment est-ce que vous définiriez du coup, une fois qu'on s'est mis au contact de Lovecraft, comment est-ce qu'on définirait son œuvre, comment est-ce qu'on définirait son style, ses thématiques? C'est facile. C'est facile. Hein. Tu dis horreur cosmique. Horreur cosmique. Enfin, moi, c'est ce que je trouve le plus prégnant dans son travail, c'est une terreur incommensurable face aux éléments et notamment au cosmos et à la petitesse des humains. Voilà, des humains. Et justement, à l'œil de la science qui se développe au moment où il y a Lovecraft, il voulait devenir lui astronome à la base. Mais il y a une espèce de plus la science se développe, plus Lovecraft il voit de la terreur en fait, bizarrement, ce qui est intéressant. Et d'où viendrait cette terreur justement de cette angoisse face à l'immensité? Ce serait je pense que plus on en apprend justement avec les développements de l'astronomie, plus on apprend qu'on n'est absolument rien dans l'univers et que des mécanismes qui le président n'ont que faire des petites fourmis que nous sommes. Et je pense que ça, Lovecraft a capitalisé là-dessus. Il est celui qui a réussi à mieux mettre en mots, bizarrement avec un concept qui est l'indicible, donc c'est ça qui est assez étrange, mais il a réussi à faire peur à propos de quelque chose en disant qu'on ne peut pas le définir, et sa façon de ne pas le définir est terrifiante en fait. Il y a un jeu comme ça qui s'installe. Toi, Julien, tu ajouterais quelque chose à ce sujet? Moi, j'aurais une question après, mais je pense que la peur de l'inconnu, effectivement, c'est quelque chose de très très fort chez Lovecraft, et lui-même, à titre personnel, avait un certain nombre de phobies, xénophobie entre autres. Ça, c'est l'aspect abordé sur le chat d'ailleurs à l'instant de Lovecraft. Mais en fait, je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment terrorisé. Alors quand on connaît un petit peu sa vie. Il a perdu ses parents très jeunes, il a été en grande partie élevé par son grand-père qui l'a élevé à grands coups de romans gothiques anglais et autres, donc je trouve ça il a une enfance très équilibrée. Et je pense que oui, il était assez terrorisé par tout, y compris les autres êtres humains. Et oui, lui il se considérait comme un auteur de science-fiction. Il n'avait pas le sentiment d'écrire du fantastique. D'ailleurs, ces nouvelles qui partent dans le fantastique un peu de gare, il les méprisait. Grosso modo, il y a très peu de ses écrits qu'il considérait comme étant de la grande littérature. Il était assez, son autocritique était assez virulente. Mais du coup, il s'intéressait à la science, mais je pense que du coup, la science ne faisait que renforcer toutes ses phobies, toutes ses craintes, mais l'inspirait aussi beaucoup du coup. Très bien. Il y a Phenom qui nous dit on ne parlera pas du nom de son chat. Je ne connais pas le nom du chat de Lovecraft. Je ne sais pas si les auditeurs ont envie de le connaître. Non, c'est le mot en N. D'accord, très très bien. Du coup, comment est-ce que, au contact, je posais la question tout à l'heure, comment est-ce que vous définiriez plutôt le style, le phrasé, si vous fallait le décrire à quelqu'un pour lui donner envie de lire Lovecraft, comme on dirait, Balzac, c'est énormément de descriptions, si tant est que dire qu'il y a beaucoup de descriptions chez Balzac donne envie de lire Balzac, mais ça c'est encore autre chose. Mais Lorraine, peut-être, comment tu définirais son style? Je sais pas. Beaucoup d'emphase. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions pour décrire des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas visibles. En fait, il décrit du rien très bien et ça fait peur.
Et c'est un très peu fort. compliqué à définir. C'est un paradoxe entre une description et en même temps un repoussoir en disant non, je ne peux pas vous le décrire, sinon ça vous donnera envie d'en savoir plus. Mais voilà, je vous le décris quand même. C'est le mec qui est très fort. Oui, Alt. Il y a un truc qui est quand même très intéressant dans sa forme peut-être plus littéraire, c'est que la plupart du temps c'est des récits rapportés. Ouais. Donc c'est pas de la prise directe, donc c'est quelqu'un qui écoute à la porte et qui entend des grognements étranges et qui le raconte. C'est un journal qu'on retrouve d'un explorateur. Enfin, il y a toujours ce côté presque un peu clinique de quelqu'un qui essaie de coucher dans un journal ce qui s'est passé de la façon, toujours avec l'idée le monde ne me croira jamais mais il faut que je le couche, voilà. Des personnages déments dont on ne peut jamais être vraiment sûr de ce qu'ils racontent. Il y a une façon de décaler le récit de ce qui se passe directement qui finalement le rend quelque part encore plus mystique, légendaire. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là-dedans, il y a une vraie terreur qu'il arrive à installer en fait par ça. C'est cette manière d'écrire en fait qui fait qu'il y a beaucoup de mythes qu'il a pu écrire. On peut penser que c'est vrai en fait et qu'il a vraiment étudié un truc alors que pas du tout. Oui, ça, il y a énormément de passerelles entre ces différents romans aussi. Du coup, on se pose la question de savoir il les entremêle à des véritables références avec des mesures géologiques, des vrais explorateurs, etc. Dans les montagnes hallucinées notamment. Du coup, est-ce que ce serait pas le premier cas d'univers étendu, comédie humaine mise à part évidemment, hein, mais il y a quelque chose de très frappant chez Lovecraft en fait, c'est tout un cercle d'écrivains qui écrivaient dans Weird Tales notamment, et dans ses revues ses revues pulp avec Robert E. Howard notamment qui était son grand pote, créateur de Conan, épistolaire, créateur de Conan, tout à fait, et en fait ils se faisaient référence les uns aux autres et ils se vannaient les uns les autres dans les nouvelles. Ça, c'est quelque chose qu'on s'en rend pas forcément compte quand on lit, mais par exemple, il y avait un petit jeu où ils mettent en scène des personnages qui sont en fait les autres auteurs et ils s'amusent à les tuer de la manière la plus horrible possible. Et donc, il y a une nouvelle de Robert Bloch qui était tout jeune, qui plus tard a écrit Psychose, mais qui était le plus jeune, on va dire, de ce cercle d'écrivains à l'époque, où dans une de ses nouvelles, il tue un Howard Phillips. Et parce que dans une nouvelle précédente, Lovecraft tuait un Robert Blake. et en fait, on se rend compte qu'il prenait pas finalement ça très au sérieux. Lovecraft lui-même, il qualifiait son œuvre, il disait pas le mythe de Cthulhu comme on le dit maintenant, c'est le jeu de rôle papier qui a vraiment popularisé ça. En fait, lui, il appelait ça les Yog-Sothothery. Ouais. C'est-à-dire en fait, Yog-Sothoth, c'est une des créatures de son truc, donc il a fait un jeu de mots entre le Yog-Sothoth et les sauteries, quoi. Donc c'est les Yog-Sothothery. Ah, ok, d'accord. et donc voilà, et ça montre déjà que on imagine souvent Lovecraft comme il croyait à ce qu'il écrivait et tout. En fait, non, lui, pour lui, c'était presque de la vanne quelque part. Tous ces monstres qu'il inventait, il les prenait pas du tout au sérieux. Ouais, je rebondis ça. Moi, j'ai pas beaucoup lu de Lovecraft, même pas du tout. Mais ça va aller très vite. Ouais. Non, ce que tu dis est très intéressant du fait qu'il se prenait pas au sérieux. Moi, j'entendais aussi, en revanche, que même s'il se prenait pas au sérieux, il y avait une vraie rigueur dans ce qu'il écrivait, dans le sens qu'on parlait qu'il était donc ami de l'auteur de Conan, et ils avaient beaucoup de discussions justement sur le rapport entre la barbarie donc de Conan et la civilisation, où Lovecraft prenait partie intégrante sur le concept de civilisation comme quelque chose qui va régénérer la société en fait, et du coup il se tenait assez bien à ce concept là dans sa mythologie, j'ai l'impression, mine de rien. Si on reprend le contexte, on est le 11 novembre aujourd'hui, mais c'est quand même le contexte. Il y a aussi la Première Guerre mondiale qui joue beaucoup à mon avis. Il y a le positivisme de la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale qui peut-être commence à montrer un peu les limites aussi de ce positivisme avec l'industrialisation de la guerre et de la mort. Je voulais surtout dire que c'était pas non plus un rigolo, parce qu'il a raison, c'était quand même c'était pas quelqu'un qui prenait tout ce qu'il écrivait comme premier degré, mais ils avaient des vraies discussions sérieuses entre auteurs sur ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils essayaient de transmettre à travers leurs histoires en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et ma question à moi qui suis très néophyte, est-ce que vous trouvez qu'on pourrait le rapprocher d'un Tolkien dans le sens d'essayer d'écrire un univers qui s'étend petit à petit au fil de ses récits et qui essaie de lui donner une cohérence? Alt. Alors oui, et ça va permettre de répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur l'univers étendu, c'est que Lovecraft, comme tu l'as très bien dit, avait pas du tout, il a jamais dit le mythe de Cthulhu. C'est Derlet, je crois, qui du coup va consacrer une partie de sa vie, c'est un écrivain avec qui il était ami, qui va tout faire pour éditer Lovecraft, parce qu'il faut savoir que Lovecraft a plus ou moins foiré sa vie. Il a toujours couru après l'argent, il a été miséreux, etc. Il a une vie horrible, on en reviendra peut-être, mais du début jusqu'à la fin, c'est quand même la catastrophe. Il a eu 10 ans quand il retourne à Providence, où là vraiment il se sent un peu mieux, etc. Sa ville natale. Mais en gros, lui, il n'avait pas conscience d'écrire un mythe aussi étendu. Il faisait des références dans ses propres romans à des choses qu'il a inventées.
Donc ça, en soi, c'est une volonté de faire ça. Mais ce qui va faire exploser, en fait, finalement, le mythe de Lovecraft jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre sa suite, écrire dans son univers, ce que lui-même verra d'un plutôt bon œil, en fait. Et après, il va y avoir des problèmes de droit qui font que c'est un petit peu libre de droit, enfin c'est très compliqué. Et du coup, on va pouvoir faire du jeu de rôle, énormément de produits dérivés, des films, sans avoir à se batailler pour les droits, ce qui va beaucoup, je pense, participer à sa popularisation pop, quoi. Il y a Rusakov's Field qui nous dit que Lovecraft n'a écrit qu'une douzaine de nouvelles sur tout le mythe. À peu près. Ouais, c'est on en compte combien des nouvelles au total? Alors là, tu me demandes une question de spécialiste, je saurais pas te dire. Une centaine, c'est suffisamment pour remplir ce gros volume-là. Très bien, ok. on a déjà un bon petit point de départ. Et surtout, il a écrit des milliers de lettres. C'est un des plus grands auteurs de lettres qui existent. D'ailleurs, il fait partie du top tiers. Ces lettres sont passionnantes d'ailleurs. Ouais, toutes ses correspondances avec ses copains sont hallucinantes. Alors, avant d'introduire la deuxième moitié avec le magnéto de Damien, j'ai quand même un mot-clé qui a été prononcé pendant tout le débat et autour de la première partie et autour duquel on gravite depuis tout à l'heure, c'est la notion de mythe. Est-ce que vous diriez que l'œuvre de Lovecraft, c'est une œuvre qui est plus que la somme de ses parties? Est-ce que ça dépasse c'est un héritage qui dépasse ce qu'il a fait, très, très clairement? Ça lui appartient plus aujourd'hui? Ah bah non, concrètement, ça appartient plus déjà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'œuvre d'un auteur. C'est une œuvre qui dépasse l'œuvre d'un auteur. Je pense que oui, mais c'est la base dès que tu essayes de parler de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Moi, je trouve un de ses héritiers indirects, et on peut ne pas être d'accord, mais je trouve que Stephen King, dans certaines de ses nouvelles, s'en approche, notamment à travers le personnage de Ça. Et tu grignotes dans la deuxième moitié du débat. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, mine de rien, tu vois, avec le personnage de Ça, King, il crée sa mythologie, mais il renforce un peu ce concept d'indicible dont ils arrêtent pas tous de parler, de raconter le néant et la folie pure, en fait, quoi. Et donc, Lorraine, Julien, vous voulez dire en fait, je voulais dire que déjà, pendant très longtemps, en fait, on a connu Lovecraft grâce au recueil que publiait justement August Derleth via sa maison, c'était Arkham House, je crois. Et ça a un peu aussi faussé, je pense, la perception de Lovecraft, parce que les volumes mêlaient des nouvelles de Lovecraft avec des nouvelles dans l'univers étendu de Lovecraft, on va dire, écrites par ses contemporains. Mais il n'y avait que Lovecraft sur la couverture. Et des fois, Derleth changeait aussi, retouchait les textes, changeait des choses. Voilà. Maintenant, on commence aussi, ça c'est une bonne chose, on a maintenant les textes originaux de Lovecraft et uniquement ceux de Lovecraft tels qu'il les a écrits qui sont disponibles. Et il y a eu la même chose pour Conan aussi, qui a souffert du même souci. Donc on peut maintenant vraiment découvrir Lovecraft, le vrai Lovecraft, et pas le Lovecraft qui était déjà un peu retouché par August Derleth et quelques autres. Très bien, donc ça c'est effectivement important de le rappeler avant de passer à la deuxième moitié consacrée à l'héritage de son œuvre. Pour l'heure, on va s'écouter du coup. Là, je te vois sourire, Alt, parce que on va peut-être parler un petit peu de ton actualité plus immédiate. Yes. Tu as sorti un album, c'est ça, sur Bandcamp. En deux mots, c'est que sur la chaîne YouTube, je fais toutes les musiques, et du coup, avec un ami qui s'appelle Al 9000, que je salue bien bas, il y a un an, on s'est dit, tiens, les morceaux, ils sont cool, mais ils durent que 2 minutes, ils sont pas très bien mixés, etc. Et si on faisait un vrai album, avec une cohérence, on en choisit certains, on les remixe, il a fait des arrangements, des intros, des trucs complètement cool, ce qui fait que ça donne un album qu'on a mis sur Bandcamp, et donc je crois que vous allez pouvoir écouter un morceau. Second Coming, à tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et des pixels avec Alt qui dodeline toujours. En fait, l'intro on dirait YMCA, en fait, la première note, le premier impact, et du coup à chaque fois je suis en mode YMCA, et puis non en fait. Et non, pas du tout. On a donné le lien de l'album sur le chat évidemment, cool. Qui s'appelle Léviathan. Léviathan, très bien. Voilà, comme ça c'est tout complet, on a toutes les infos qu'il faut. Les amis, on va pas perdre de temps parce que je crois que nous avons un bel édito de Damien cette semaine sur justement l'héritage de Lovecraft. Pierre-Jean, Léo, êtes-vous prêts ? C'est parti. Lovecraft, Cthulhu et les grands anciens. Autant de noms qui résonnent tel l'écho tangible d'une mythologie implantée dans un imaginaire collectif cauchemardesque. Si les mondes de Lovecraft ont fasciné et fascinent toujours, c'est bien entendu grâce à son pouvoir de persuasion, la force d'intensité de ses récits, écrits comme si la fiction n'était qu'un pan de la réalité occultée par les siècles. C'est de cet univers, à mi-chemin entre la folie de l'inconnu et un monde caché aux yeux de tous, que se nourrira la pop culture. C'est ainsi que certains ont réussi à transformer Cthulhu en critique acerbe de la culture otaku, le tout matiné d'hommage au tokusatsu. Mais si Hayore Nyaruko-san
est un exemple insolite de l'influence de Lovecraft, nous retrouvons moult références et hommages à Cthulhu et sa mythologie de manière plus subtile et fidèle dans d'autres œuvres plutôt variées. Pour certains, ça sera la vision de la folie, de l'horreur et de ce qui se cache dans l'ombre de l'humanité quand elle dort. Pour d'autres, ça sera la richesse d'une mythologie aux proportions cosmiques. Parmi les médias les plus marqués par la chose, nous avons le cinéma et le jeu vidéo, et pas forcément là où l'on s'y attend le plus. Dans le jeu vidéo, on retrouve sa patte horrifique dans des titres comme Evil Within, Eternal Darkness, Silent Hill, Alone in the Dark, Amnesia, ou plus récemment dans Bloodborne. En effet, le titre de Hidetaka Miyazaki est clairement un des plus vibrants hommages à l'univers de Lovecraft. Monde cauchemardesque suintant la mort et la folie, monstres écœurants, des tentacules, des créatures gigantesques, c'est une vraie fête du slip, à tel point qu'un des boss du jeu, Amidala, est une référence directe au mythe de Cthulhu. En effet, il s'agit d'une créature tentaculaire, à mi-chemin entre le visible et l'invisible, qui porte jusque dans son nom les stigmates de sa lignée, puisque l'amygdale est la zone du cerveau qui informe sur le danger et la peur. Pas bête, les gars chez From Software. Si, comme moi, vous n'êtes pas friand des jeux détruisant votre santé cardiaque et mentale, vous préférerez peut-être que l'on parle de la cosmogonie. Si Cthulhu rend fou à sa simple vision, il s'inscrit dans un monde bien plus grand, qui nous ramène à notre état primitif de créature faible, lâche et insignifiante à l'échelle de l'univers. C'est ce chemin qu'empruntent plusieurs titres de science-fiction comme Halo et Mass Effect. Ces deux titres ont en commun la découverte par l'homme de la place qui lui incombe, celle de la poussière sans incidence sur le cosmos. Dans Halo, c'est bien entendu la civilisation des Forerunners, ancêtres de l'humanité, colons galactiques et surtout créateurs d'une arme capable d'annihiler toute forme de vie dans l'univers. Dans Mass Effect, l'héritage de Lovecraft est encore plus fort puisque les moissonneurs sont une race de plusieurs millions d'années d'existence vénérée comme des dieux qui éradiquent la civilisation à l'échelle galactique tous les 50 000 ans, comme si nous n'étions que des parasites. Et c'est ce que nous sommes. Le cinéma n'est pas en reste. Quand on pense à Cthulhu dans le cinéma frisson, on a forcément la saga Evil Dead et la trilogie de l'Apocalypse en tête, car elles y font explicitement référence et sont devenues des œuvres cultes. Mais ça serait oublier des titres comme The Mist avec son monstre dans la brume, ou plus étonnamment, Cloverfield. Eh oui, Cloverfield est le fruit de l'union de deux monstres sacrés, Godzilla et Cthulhu. Ça n'est pas juste un bête film de kaiju en found footage. Il serait bon de rappeler que le monstre qui attaque New York est une créature extraterrestre, réveillée par des japonais faisant joujou sur une plateforme pétrolière, venue de l'océan et dont on ne verra que trop peu l'hideux museau. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup de rumeurs ont circulé autour du film, car on pensait que Cloverfield était une adaptation de l'appel de Cthulhu. Bien que ça ne soit pas le cas, sachez que J.J. Abrams et Jordan Peele planchent pour HBO sur une série liée à Lovecraft, omniprésent donc, sacré Cthulhu. Un exploit pour cette créature venue d'un livre que peu de gens ont lu, mais se sont réappropriés les mythes en lui faisant une place toute particulière entre les images à cauchemar et le divin touché du doigt. Et finalement, n'est-ce pas l'apanage de toutes les grandes œuvres de finir absorbées par l'inconscient collectif ? Oh, merci Damien pour ce tour d'horizon quand même assez complet. Hein, on peut le saluer, on peut saluer son travail. Et la question est entière du coup. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est le propre des grandes œuvres et c'est peut-être là qu'on reconnaît la dimension énorme de l'œuvre de Lovecraft, c'est son impact dans l'imaginaire collectif. Alt. Bah ouais, moi je trouve que c'est peut-être ça le vrai génie de Lovecraft, en dehors des histoires même qui sont géniales, c'est qu'en fait je pense qu'il a mis des mots sur des concepts qui étaient latents peut-être et qui surtout correspondent à un changement dans l'histoire, dans le siècle, dans notre façon d'être au monde. Et du coup lui, il a su saisir ça et d'une façon comme s'il avait braqué une lampe torche sur son inconscient, sur ses peurs, le fait qu'il soit xénophobe, qu'il soit aussi en détestation de tout ce qui l'entoure, etc. Je pense que ça a dû jouer dans sa façon de mettre de la peur partout, etc. et de la folie. Mais je pense que c'est ça en fait sa force, c'est qu'il a manié des concepts qui, même si tu n'as pas lu Lovecraft, tu peux les comprendre et les réinjecter dans ton travail parce que quelque part, il l'a fait mieux que personne et ils sont encore valides ces concepts. C'est ça qui est très fort. C'est qu'on n'a pas tant avancé que ça par rapport à son époque. Après, là où il est très fort, c'est qu'il arrive. En fait, il se sert de la peur de l'inconnu qui est la plus ancienne des peurs et la peur que tout le monde a pu ressentir et que tu peux ressentir partout dans le monde et qu'il arrive très bien à la décrire. Du coup, c'est là où il arrive à forcément toucher tout le monde en fait. Je pense que ça touche forcément tout le monde sur la planète, au moins. Alors du coup, la question que Paul avait posée avant la pause et qu'on va poser peut-être maintenant, est-ce grave de découvrir un Lovecraft retouché ? Alors, non, en soi c'est pas grave, mais je pense que c'est dommage par exemple que souvent on va parler d'une créature comme par exemple les chiens de Tindalos. J'aime bien les chiens de Tindalos, donc je les mentionne souvent en disant c'est une créature de Lovecraft, alors que non, ils ont été créés par un autre auteur qui s'appelle Frank Belknap Long,
Et c'est dommage de ne pas le savoir et de mettre ça sous l'étiquette Lovecraft. Donc pour différencier en fait ce qui est vraiment de Lovecraft et ce qui est d'autres auteurs, ça permet de rendre justice à tout le monde en fait. C'est surtout pour ça que c'est important. Et est-ce que du coup est-ce qu'on peut distinguer l'œuvre de Lovecraft à partir du moment où elle est réappropriée par plein de gens se les réapproprient et le Lovecraftien, est-ce qu'il y a des dissonances dans l'héritage qu'il a transmis à d'autres personnes? Je pense par exemple, on peut peut-être commencer par la référence la plus évidente, la trilogie de l'Apocalypse chez Carpenter par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est perdu ou est-ce que pourquoi est-ce qu'on gravite toujours autour en fait? Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit perdu, mais je pense que les gens s'arrêtent à la trilogie, alors qu'en fait, toute l'œuvre de Carpenter en fait est infusée de Lovecraft et sur un truc auquel on l'attend pas. Donc, il y a l'indicible qui est présent dans la trilogie, mais il y a le concept du mal à l'état pur qui est caché au fond de chaque homme. En fait, c'est-à-dire que Cthulhu, il est pas forcément malveillant. Enfin, il y a pas forcément c'est les hommes qui ont mis une notion de bien ou de mal sur les actions de ce personnage. Et il y a un peu ce concept-là quand tu regardes Halloween, Michael Myers, il est le mal à l'état pur. Il est la forme, il est l'ombre, comme disait Carpenter. Il y a toujours quelque chose. C'est toujours dans The Thing. Qu'est-ce qui est le plus flippant entre la chose ou même le comportement des différents héros qui deviennent de plus en plus horribles les uns envers les autres par juste la peur de la mort. Le mal en fait se révèle toujours chez Carpenter et je trouve que c'est un héritage qu'il a directement de l'œuvre de Lovecraft et qu'on lui occulte trop souvent. Et t'as raison de le dire parce que les héros Lovecraftiens deviennent tous fous et c'est pas un héros qui s'en sort avec glaive à la main contre le grand Cthulhu, c'est-à-dire que rencontrer Cthulhu te mène à la mort, au désespoir, à la folie, point barre, et c'est pareil partout tout le temps. Donc il y a aussi ce désespoir profond qui je pense fait écho dès qu'on veut manier l'idée de mal et de terreur en fait. Julien. Ouais, pour Lovecraft en fait, je m'en souviens tout à l'heure, le fait qu'il a perdu ses parents très jeunes, ses deux parents ont fini internés. Donc il y a aussi cette idée que l'internement nous guette tous, entre guillemets, que la plongée dans la folie n'est que un pas de plus un peu inévitable. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Il y a aussi, disons, une dimension, le mot cosmique est assez important parce qu'il me semble qu'il a inspiré un courant intellectuel qui est le cosmicisme, justement qui pose la question de est-ce qu'on doit forcément savoir les vérités de l'univers? Est-ce qu'on gagne à les connaître? Est-ce qu'on gagne à faire la synthèse des connaissances des différentes branches scientifiques? Qu'est-ce que ça va nous révéler? Et c'est assez intéressant de voir que cette synthèse s'est faite, cette angoisse face à la synthèse s'est faite peut-être avant la Seconde Guerre mondiale, et les horreurs qui s'y sont produites au moment où on a mis justement l'industrie au service de la mort, la science, la chimie, la biologie, la connaissance même du corps humain. Et c'est une angoisse qu'on retrouve, là je pars un petit peu loin, mais peut-être chez Kubrick aussi quand il fait 2001. Par exemple, l'espèce d'angoisse métaphysique face à l'homme devenant lui-même objet de ses propres créations avec la robotique qui acquiert sa propre autonomie. Ce monolithe est totalement Lovecraftien à 200%, je trouve aussi. Et pas tentaculaire, pour le coup. Tentaculaire, mais il est non euclidien. Exactement, c'est ça. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Lovecraft, finalement, au-delà du fantastique, c'est un auteur de science-fiction. Il questionne vraiment le rapport de l'homme à la science, à la rationalité et à ce qu'on peut en faire, surtout de la science. Exactement, ouais. Ça, il était très anti-religieux en fait. Enfin, il était complètement athée et pour lui, il n'y avait que l'univers. Dieu, le concept même de Dieu, c'était. Le concept d'un Dieu bon, en tout cas, ça, qui un nous Dieu aimerait, bon, ça c'est invalide pour lui. Et c'est aussi pour ça qu'il a un peu créé Cthulhu, qui est absolument pas un Dieu bon et qu'il n'y croyait absolument pas. Et c'est assez marrant parce que pour le coup, en fait, ça me rappelle vraiment Sabrina. Avec Satan en fait. Je pense qu'on peut vraiment rapprocher les deux. Peut-être que les nouvelles aventures de Sabrina sont un peu Lovecraftiennes aussi quoi. Et d'ailleurs on l'a mentionné un petit peu, mais même parler de Dieu pour parler de Cthulhu, c'est pas ce que dit Lovecraft. Le Cthulhu c'est un extraterrestre, c'est une créature extraterrestre que peut-être une humanité primitive a vénéré comme un dieu, mais c'est un être de chair et de sang doté de pouvoirs qui dépassent ce que l'humain peut comprendre, mais ça reste une créature. Lovecraft a des dieux, notamment dans le cycle des contrées du rêve, qui sont les dieux du monde onirique, mais voilà, qui sont quelque part des dieux qui existent dans l'imaginaire, dans l'inconscient de l'humain. Toutes ces créatures, que ce soit Yog-Sothoth, Dagon, Cthulhu, sont des extraterrestres. Donc ça c'est quelque chose, et on parlait tout à l'heure de la réappropriation de Lovecraft et des différences qui existent, par exemple Derleth et ses contemporains qui ont réinterprété un peu Lovecraft après ont eu tendance à insister sur le côté cosmogonique de Cthulhu, en faisant vraiment c'est un panthéon, en les associant aux éléments
le feu, l'air, l'eau, ce genre de trucs. Créer des équivalences olympiennes. Voilà, c'est pas du tout le cas dans ce qu'a écrit Lovecraft pour le coup. Donc ça, voilà, c'est un petit dévoiement, on va dire, de l'œuvre originale. Mais ça marche, comme tu dis, parce que c'est quelque chose d'après-guerre. En fait, ça aurait pas pu marcher, je pense, avant ce genre de réflexion, parce que pour ça, il faut avoir la réflexion de se dire que Dieu n'existe pas, ou en tout cas qu'on peut imaginer un monde sans Dieu, puisque ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte sur l'œuvre de Lovecraft, c'est que c'est les hommes qui le transforment en divinité. Tu pouvais pas avoir cette réflexion avant-guerre, globalement, parce que la religion était encore très présente dans les civilisations occidentales. Et du coup, il faut avoir cette réflexion par rapport, par exemple, à 2001. C'est très juste, c'est le concept de dimension de spiritualité. En fait, dans 2001, on t'explique globalement, pour la faire très bref, que un personnage en 2 dimensions ne peut pas comprendre un personnage en 3 dimensions. Et c'est ça, en fait, c'est que Cthulhu, il est pas divin, c'est juste qu'il a une strate de dimension supplémentaire. C'est ce qui se passe dans 2001, où le héros doit atteindre un niveau de dimension supplémentaire pour évoluer. Mais c'est vrai qu'avec le questionnement de Dieu, en fait, il a aussi un énorme questionnement sur la création de l'humanité en soi. On peut le voir justement dans les montagnes hallucinées, où en fait, il découvre une forme de vie qui a l'air extraterrestre, mais en fait qui est terrestre. C'est juste qu'elle était potentiellement là avant. Et il y a beaucoup de questionnements en fait sur l'humain par rapport à ce qu'il était lui-même. Et en fait, du coup, concrètement, c'est une créature terrestre qui fait peur à d'autres créatures terrestres, et c'est là où il n'y a pas le niveau en fait de divinité. C'est juste, ils sont plus puissants, donc concrètement, c'est des dieux parce qu'ils sont plus puissants, mais c'en est pas. De l'ordre de l'insecte et l'humain, par exemple. C'est exactement voilà. C'est un parallèle similaire dans Gantz aussi, par exemple, où les extraterrestres sont souvent des figures de divinités japonaises ou asiatiques, et en fait, tu te rends compte que c'est les extraterrestres, et même un des reveals finaux, mini-spoil, mais globalement, on nous dit il n'y a pas de dieu après la mort, il n'y a rien. Quand tu meurs, et ça met l'humanité, quand l'humanité apprend ça, les 3/4 des humains deviennent en PLS parce que ça remet en question toutes leurs croyances. Du coup, est-ce que Death Note est Lovecraftien ? Non, pas forcément. Non, puisque là il y a quand même vraiment le concept de dieu de la mort. Même si c'est une espèce de race à part, c'est quand même un concept ils ont un acte divin en fait, vraiment. Puis il y a une interaction qui se crée avec l'humanité qu'il n'y a pas du tout chez Lovecraft. Je pourrais pas aller sur ce truc-là. Je pense que c'est de tout ce que vous dites, il y a un truc qui ressort qui est assez fort. Je pense que c'est celui qui va enclencher l'horreur moderne en fait. C'est-à-dire qu'il va sortir l'humain du centre de la terre et des préoccupations, pour dire qu'on n'est rien et que Cthulhu c'est pas un dieu bon ou mauvais, c'est un dieu qui s'en fout en fait. Et nous on est pris dans les rouages de ce qu'il a à faire entre guillemets. Mais du coup voilà, il y a quelque chose de, je pense qu'il vire un peu tout ce qui est Satan, enfer, paradis pour nous dire qu'en fait le cosmos est bien plus flippant que tout ce qu'on a pu inventer avant, et que la science est mère de choses qui peuvent être terrifiantes. Et donc du coup je pense qu'il nous fait tout simplement rentrer dans le 20e siècle et dans ce que va être l'horreur. Et c'est encore validé aujourd'hui. Un truc que j'aime avec l'extraterrestre, c'est que potentiellement ils peuvent exister quoi, encore aujourd'hui. Donc comme c'est possible, même très compliqué mais possible, et ben, du coup le ressort de terreur est tout à fait valide en fait. Pourquoi, malgré son influence, du coup, de tout ce qu'on raconte, avec ce qu'on retrouve chez d'autres auteurs, chez d'autres cinéastes, chez d'autres jeux vidéo, on n'a pas beaucoup parlé de jeux vidéo finalement, on pourrait peut-être en parler assez rapidement, mais pourquoi est-ce que c'est pas adapté plus directement ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'adaptation directe de Lovecraft ? Bon, ça commence avec Call of Cthulhu en jeu vidéo, par exemple. Sinking City aussi qui va arriver, qui a l'air chouette aussi. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage d'adaptation directe et reconnue comme telle dans le paysage médiatique actuel ? Alors, en fait, pour tout ce qui est le cinéma, il y a un problème fondamental, c'est que chez Lovecraft, l'horreur, le monstre, la créature, elle est indicible, on ne la voit pas. Et le cinéma, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut la montrer. Plus ou moins, certains s'en tirent mieux que d'autres, mais du coup ça peut virer. On parlait tout à l'heure de Dagon qui part dans le grand guignolesque total, l'antre de la folie, qui est un film que j'adore. Quand il commence à montrer des bestioles à la fin, bon bah tu vois surtout du caoutchouc et des trucs comme ça, donc c'est compliqué à ce niveau là. Lovecraft il est beaucoup dans la suggestion et beaucoup dans le mental aussi, donc comment transcrire au cinéma la dégradation de l'état d'esprit d'un personnage. Il faut un réalisateur, un cinéaste qui soit très très bon. Donc peut-être un jour, j'espère qu'on aura une très bonne adaptation de Lovecraft. Je continue de croiser les doigts pour que Del Toro nous fasse Les Montagnes hallucinées un jour. Voilà. Et au final, finalement, c'est les fans qui s'en sont mieux sortis. Avec, on voit les DVD là sur le plateau, The Whisperer in Darkness, l'adaptation de The Call of Cthulhu. Je crois qu'il y a des images qui passent, en ce moment même d'ailleurs, derrière. Qui sont des super adaptations parce que finalement libérés on va dire du besoin de faire un film à grand spectacle, à gros budget, les fans ont pu vraiment
retranscrire le Lovecraft comme ça. Alors on a Rusakov qui nous disait le côté anti-religieux a pu attirer Lovecraft vers le scientisme, courant contemporain athée qui justifiait très mal tout par la science, notamment la hiérarchie des races, idée qu'on retrouve régulièrement dans ses nouvelles. Voilà. C'est très possible, effectivement. Très possible. Tu disais d'ailleurs que Lovecraft c'est l'horreur moderne, mais est-ce que justement, par son biais très, je dirais, en réaction au grand appel à l'aventure du XXe siècle, enfin du 19e et XXe siècle, est-ce qu'il serait pas plutôt anti-moderne ou il disait que c'est ce qui est... Là on rentre dans quelque chose d'assez conceptuel, mais c'est une question qui me paraît intéressante. C'est très compliqué à dire. Il disait qu'il adorait le 18e siècle et le 20e siècle pour la science, mais qu'il rejetait complètement le 19e siècle avec son expansion, etc. C'est une question presque universitaire. Tu vois, c'est très compliqué. On fera une deuxième émission sur Lovecraft. Mais moi, je veux juste rebondir sur ce que tu disais pour le jeu vidéo, et je suis tout à fait d'accord avec essayer d'adapter l'immontrable, c'est presque mort dans l'œuf. Par contre, je voulais reciter Bloodborne, qui je trouve est pour moi la plus grande adaptation de Lovecraft qui existe, justement parce qu'il y a cette idée du fait qu'on incarne un personnage qui a le temps qui joue, on peut voir des dégradations, la maladie, et surtout Miyazaki est un génie, ça je le crois fermement, et il a, je trouve, adapté presque aux jeux vidéo certains préceptes de Lovecraft pour en faire finalement... Il n'y a jamais le nom Lovecraft n'est cité, mais ça transpire par énormément de choses et c'est fait avec une classe, une compréhension de ce qui est vraiment terrifiant chez Lovecraft, etc. Et je trouve que donc c'est une entrée magnifique dans son travail quelque part. Et là, ils arrivent à toucher quelque chose qu'une adaptation, on va dire filmique, n'arrive pas à faire. Effectivement, Bloodborne, c'est peut-être le. Tu avais touché un petit peu à Bloodborne, toi, Lorraine, ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est vrai que Bloodborne aussi, moi je trouve le moment qui se rapproche le plus à Lovecraft, c'est un moment, pour pas trop spoiler, contre un boss où en fait, une fois qu'on va le tuer, on va pouvoir voir ce qu'on nous cachait avant, dont la créature en fait. Et puis un niveau de démence, c'est-à-dire qu'il y a une question de santé mentale. En fait, quand on a un score qui monte dans une certaine catégorie, on va voir des choses qui apparaissent. En fait, il y a une réalité cachée derrière la réalité qui nous apparaît. Donc ça, c'est un concept. Et qui fait encore plus peur d'ailleurs. Et le génie de Miyazaki, c'est que ça a l'air très clair tout ça, mais tout ça ne vous est absolument pas expliqué jamais, et vous êtes dans une brume d'incompréhension. Et puis d'un coup, vous voyez un truc là, vous le voyez pas à votre dernier passage dans le niveau. Enfin, vraiment, il a réussi à faire expérimenter des choses pas traduisibles dans une adaptation classique. Typiquement, la fin, malgré. Enfin, il y a un premier twist, on est là, waouh, et puis on finit le jeu, et puis deuxième twist, fait. Ok, New Game Plus, on recommence et on comprend quand même rien. Et puis on refait un New Game Plus et on comprend toujours rien. Et ça se dévoile par bribes. Et c'est comme du récit rapporté de Lovecraft, c'est-à-dire qu'il ne donne pas directement la jouissance de quelque chose. On va devoir galérer des heures et des heures pour avoir des bribes qu'on va essayer de rassembler, mais sans être sûr qu'on est dans la vérité. Et ça, on est à la place d'un personnage de Lovecraft qui se trouve face à des choses incompréhensibles et qui essaye de s'en sortir, quoi. C'est très Lovecraftien en soi. Dernière question avant de passer au quiz. Est-ce que finalement le plus grand héritage Lovecraftien dans le jeu vidéo, et je me tourne vers ton expertise de designer, c'est pas finalement les notes qu'on ramasse au fil du jeu et qui nous racontent une histoire par procuration et qui nous permettent de recontextualiser les événements? Je pense à Resident Evil par exemple. Ça, c'est une mécanique qui est arrivée très tôt dans le jeu vidéo, et on peut pas parler de Resident Evil sans parler de Alone in the Dark. Bien sûr. Qui avait déjà ce principe des livres, des notes qu'on trouve, et qui était en fait un jeu adapté de l'Appel de Cthulhu, qui aurait dû sortir sous licence du jeu de rôle papier l'Appel de Cthulhu. D'accord. En fait, Infogrames à l'époque avait les droits pour faire 3 jeux basés officiellement sur Call of Cthulhu, le JDR, et Alone in the Dark était le premier. Parmi ces nombreux titres de travail, il aurait pu s'appeler Call of Cthulhu Doom of Derceto. Ils ont appelé ça Alone in the Dark, au final je pense que c'est pas plus mal. Parce que Chaosium, l'éditeur du jeu de rôle papier, au final, on retrouvait pas assez les mécaniques du jeu de rôle papier pour mettre la marque dessus. Hein. Voilà, et donc ils l'ont regretté après, ils s'en sont mordus les doigts très très profondément, surtout quand le jeu est devenu un succès qu'on connaît. Mais quand on joue à Alone in the Dark, on trouve le Necronomicon, il est question de Cthulhu, il est question de tout ça. Et ensuite les deux autres, c'est Shadow of the Comet, qui est aussi un très bon jeu, et Prisoner of Ice, qui est finalement le troisième de la trilogie, qui part un peu en sucette en cours de route, par contre avec du voyage dans le temps et des trucs comme ça, mais où c'est des jeux Lovecraftiens. En fait, il y en a eu pas mal bien avant le Call of Cthulhu qui vient de sortir. Il y a eu un certain nombre de jeux qui ont adapté. Il y a eu celui de Head First, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth en 2005, qui est formidable. Il y a eu un jeu qui s'appelait Necronomicon, qui était un jeu d'aventure un peu à la Myst, qui adaptait une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle L'affaire Charles Dexter Ward, qui est très très bien d'ailleurs.
Donc il y a eu pas mal d'adaptations finalement de Lovecraft au fil du temps. Très bien, c'était donc le mot de la fin pour ce grand débat. Merci Julien, merci Alt. Vous restez avec nous parce que je crois que c'est l'heure où l'émission commence vraiment. Non, je rigole. C'est l'heure où on commence à s'amuser. Car après le débat, nous avons un quiz musical. Le quiz musical cette semaine s'intitule Poulpoupidou. Voilà, tout simplement. Non, pas Pipoudou, non. Pipoudou est-il Lovecraftien? Vous avez 2 heures. Donc je rappelle le déroulé du quiz musical. C'est donc 2 équipes. Équipe bleue d'un côté, Julien et Lorraine. La Team No Life. La Team No Life. Bah oui, on aurait dû mettre un petit logo. Et de l'autre côté, l'équipe rouge avec Alt, Cédric et Titouan. Vous êtes chaud bouillant? Oui. Chaud bouillant, très bien. Au niveau des règles, je rappelle, c'est 1 point par bonne réponse. 6 morceaux cette semaine au lieu de 5. Et si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Et on lève la main pour buzzer. Tu cries. Non. Si tu sais, vas-y. Première prise de parole, voilà, il n'y a pas de buzzer, il n'y a rien, vous y allez. Mais en revanche, en réfléchissant un minimum, parce que si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Premier morceau. Bloodborne, ouais, bien. Bloodborne, évidemment. Composé par Tsukasa Saito, morceau Cleric Beast, donc le premier boss optionnel. Que tu entends 70 fois, puisque tu mets 70 fois à battre le boss, donc du coup, voilà. 15 heures. Et c'est un boss optionnel. Voilà. Ça fait tout ça pour rien. Voilà, exactement. Et en plus, le téléporteur te lâche sur une impasse. En plus. Oui, tout à fait. Ça sert absolument à rien. Bref, c'est sadique au possible. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Deus Tentacle. Deus Tentacle, bravo Julien. Les tentacules, évidemment, les poulpes, tout ça. Du jeu développé par LucasArts, c'est ça. Grand classique du point and click. Absolument. Composé par Michael Land, Clint Bajakian et Peter McConnell. Le thème d'ouverture, tout simplement, où le tentacule, décidément. Dans le jeu, ils disent la tentacule. La tentacule, ah oui. Faute de français. Diantre. Donc le tentacule, évidemment, prend le contrôle sur la machine et fout le bordel dans l'espace-temps. Troisième morceau, du coup, un partout. Hellraiser. Bravo. Christopher Young, plus belle BO de la Terre. La Lorraine, je te regardais avec insistance en disant elle va l'avoir. J'ai à peine entendu. Ouais, il a été très très rapide. Alors du coup, je ne concède le point que si tu as le compositeur. Non, je rigole. Christopher Young, très bien. Ouais, voilà. On a gagné, c'est bon. Voilà. 2-1 pour l'équipe rouge. Évidemment, c'était le thème principal de Hellraiser par Christopher Young. Quatrième morceau. C'est The Thing. The Thing, bravo Cédric. The Thing, composé par Ennio Morricone. Et oui, ce n'est pas John Carpenter qui a composé sur ce film-là. Donc voilà, évidemment, j'ai tout dit, tout simplement. 3. C'est pas mal aussi, Ennio Morricone. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Il a eu 90 ans hier d'ailleurs. Oui. Joyeux anniversaire. C'est pas sa meilleure bande son, mais enfin voilà. C'est pas son style de. Hors des clous. C'était un peu avant les Incorruptibles aussi. Il découvrait un peu le synthé, voilà. 5e morceau, donc. Bioshock? Non, ce n'est pas Bioshock. C'est vrai. Cuphead? Ce n'est pas Cuphead. Alt, je te vois, non? Non, j'ai pas retrouvé. The Order? The Order, non. Alors, c'est une histoire de livre maudit. Evil Dead. Evil Dead, Pardon. Bravo. Oui. C'était le thème de fin d'Evil Dead. Oui, putain, c'est vrai. Et oui. Mais oui. Oui, tout à fait. Oh non. Ah bah là, il y a tout gagné là. Bravo. Et ben voilà. Ce n'est qu'une hallucination. Très bien. Bon écoutez les amis, c'est donc 3. Le studio va exploser, donc 3-2 pour l'équipe rouge. Règle subsidiaire cette semaine, nous avons un 6e morceau qui vaut 2 points. Est-ce que vous le prenez? Allez, on l'équipe fait. bleue, vous êtes c'est pour les bleus. Ah, c'est pour eux. Vous choisissez. Je sais pas. On le prend, de toute façon, on est là pour ça. Ouais. Très bien, donc 6e morceau s'il vous plaît. Ça va être grave dur. C'est un petit jeu indé bien débile. Écoutez bien les paroles, il parle d'un costume.
Ah, c'est Octodad. Oh mon dieu. Bravo Titouan. C'était effectivement Octodad. Nobody Suspects a Thing. Voilà, c'est un jeu où on doit être un simulateur de papa. On est un poulpe qui doit se passer pour un papa normal. Voilà, tout simplement. Le début de la fin du monde, si on suit le mythe de Lovecraft. Donc c'est 5-2 pour l'équipe rouge. Fin du quiz, les amis. Les amis, c'est l'heure des recos. En avez-vous? Oui. Moi, j'étais voir Halloween au cinéma. Alors ça manque un peu d'années 80, je trouve. Ça manque un peu de cinéma à l'ancienne, on va dire. Et sinon, la bande-son, elle déchire parce que donc c'est fait par John Carpenter avec quelqu'un d'autre dont Ah d'accord, donc Carpenter a participé à la bande-son. Il a eu un droit de regard aussi, je pense. Il est producteur sur le film. Il est producteur sur le film et il a dû avoir un gros droit de regard. Et en fait, ils te la mettent une fois à l'intro et après pendant tout le film ils te mettent juste des petites touches, par exemple de piano, ce genre de choses, pour te faire ressentir justement la peur, ce genre de truc. C'était vraiment bien foutu et le film est plutôt bon, c'est sympa et voilà, je recommande. Très bien. Cédric? Dans le même cas, c'est qu'il y a plusieurs Carpenter qui sont en train d'être ressortis en Blu-ray 4K et t'as Prince des Ténèbres, je crois, t'as The Fog, il y a eu le mois dernier Jack Burton, enfin on en ressort plusieurs dans des belles rééditions. They Live et voilà, merci, c'est ça. Et qui vont sortir aussi en décembre, donc un beau cadeau de Noël. Tout John Carpenter, c'est bien. Ouais, tout John Carpenter, c'est bien, donc faut y aller. Assaut. Il n'est pas prévu pour l'instant. Il le faut. Assaut, il le faut. Pour ceux qui achètent leur Blu-ray en Angleterre, il y a déjà une très belle édition Blu-ray de Assaut. Je confirme. Lorraine? Moi, je pense que je vais recommander Sabrina. Tout bêtement. Tout simplement? Ouais. Parce que quand même, c'est pas une série ouf, mais franchement, c'est très très chouette. C'est 13 heures bien employées, on va dire. Voilà. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'avais toujours pas recommandé Preacher. Depuis le temps. Alors. Et donc du coup, je recommande activement cette série qui est absolument magnifique, que j'ai regardée indéfiniment. Enfin, voilà, c'est une des meilleures séries de l'univers. On en avait effectivement parlé en long, en large, en travers, hors antenne. Julien, tu approuves. Quelle est ta reco? Oula, je peux recommander The Haunting of Hill House, qui est ma foi une série très bien faite, très intelligemment conçue. Voilà, et l'horreur comme j'aime, c'est-à-dire qui repose pas trop sur les jumpscares. Moi, je suis pas très fan des jumpscares. Je trouve ça assez facile, un peu gratuit. Il y en a quelques-uns où moi j'ai eu peur quand même. Oui, il y en a quelques-uns, mais parce qu'ils s'en servent pas trop. Ouais, du coup, quand il y en a, ça marche très très bien. Mais par contre, c'est une remise. À la base, c'est un roman des années 50 qui avait donné un film dans les années 60. Il paraît qu'il y aura un autre film dans les années 90, mais on va l'oublier. Ils ont réinventé l'histoire avec une inspiration Stephen King assez notable, notamment le fait que l'histoire se passe sur deux époques différentes. En gros, les enfants et quand ils sont adultes, qui vivent des choses, et les adultes qui sont devenus et qui en souffrent encore. On va résumer ça comme ça. Mais c'est plutôt pas mal et la production value est vraiment impressionnante. Et il faut bien regarder dans les images. Parce que les réalisateurs ont pris un malin plaisir à jouer avec les perceptions, on va dire. Intéressant. On recommandera ça évidemment. Alt. Et moi, ça n'a pas besoin d'être actuel, ça peut être un truc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un resto si tu veux. Ok, d'accord. Vraiment. Non, mais moi, je vais vous conseiller un jeu vidéo qui est une des dernières claques que j'ai eues de ces dernières années, qui s'appelle Nascency. C'est naissance avec 2 E à la fin. D'accord. Et c'est une sorte de walking simulator, je sais pas trop comment le dire, où on est dans c'est assez Lovecraftien quelque part, une méga structure incroyable. Ça fait penser à Blame, à des choses comme ça. Et si vous avez le vertige, comme c'est mon cas, je vous conseille de faire ce jeu. Je suis resté terrifié des heures et des heures durant. C'est incroyable. Faites-le si vous pouvez. Là, on peut aussi recommander très rapidement le jeu Call of Cthulhu qui vient de sortir, le jeu de Cyanide. De Focus, Cyanide. Qui est, ma foi, il n'est pas parfait. Il souffre et on sent qu'il n'a pas eu un très gros budget. Mais il est honorable. Et il a des bons moments et des bonnes idées. Très bien, très bien. On avait en régie quelqu'un qui te demandait de rappeler un jeu qui ressemblait un peu à Myst que tu avais name drop tout à l'heure. Necronomicon, tout simplement. Voilà. Et donc moi mes recos, excusez-moi, là, je me perds un petit peu. J'ai vu des gens en parler sur le chat, figurez-vous. Mais je vais d'abord donner ma première reco. C'est tout simplement un petit traité de philosophie signé Plutarque qui s'appelle De la superstition, justement qui pose la question de les Grecs ont-ils cru à leur dieu, avaient-ils intérêt à y croire,
et tout simplement aussi d'où vient peut-être la dégénérescence des croyances dans une société qui utilise la religion comme un levier politique. Et la superstition, c'est-à-dire partir du principe que les dieux nous veulent du mal, est un point de départ à ça. En tout cas, le traité parle de ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est une lecture que j'ai eue dans mes années prépa. C'est encore un petit peu lointain. Mais c'est intéressant, c'est très court, ça fait une 50aine de pages. Et si ça peut vous redonner envie, un petit peu le goût de la vie après avoir lu un roman de Lovecraft, c'est pas mal. Faire une reco sur Plutarque, c'est plutôt stylé, quoi. Ça va, je vous conseille Plutarque, c'est vraiment sympa. Voilà, non, mais j'ai vu, il y avait un petit pont sympa à faire entre pas plus tard que tout de suite. Pas plus tard que tout de suite, évidemment. Je l'attendais, mon Dieu. Tu vas faire mes intertitres dans mes prochains articles. Avec plaisir. Très bien, je ferai les tiens. Et mes deux autres recos, évidemment. Alors, elle est à gauche, là, on va la mettre à l'image. Devilman, évidemment. On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'héritage de Lovecraft dans la japanimation et dans le manga est conséquent. Tout simplement parce que la vision japonaise du cosmos et l'humilité des hommes par rapport à ça. Et les tentacules. Forcément, il y a des tentacules aussi, j'allais y venir, mais les tentacules évidemment, Devilman prend quand même pour point de départ des créatures qui dorment sous la glace en Antarctique, donc comme voilà, rien ne se perd. Le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, est extrêmement populaire au Japon, je crois que c'est le jeu de rôle le plus joué là-bas. Si vous avez l'occasion un jour d'aller au Japon et de vous visiter une boutique de jeux de rôle japonaise, il y a du Cthulhu partout. C'est le jeu, il est même trop représenté en fait. Et mon autre recommandation, ce sera Urotsuki Doji. Non, je déconne. Ce sera Save Me Mr. Taco, petit jeu indé sorti sur Switch et PC cette semaine, développé par Christophe Galati, alias Chris Deneo sur Twitter, que j'ai pu interviewer la semaine dernière. Et donc l'article sortira sur le site très bientôt, assorti d'une petite review pas piqué des hannetons, sachant qu'il passera au Kawaii Café le 13 ou 14 novembre, si je dis pas de bêtises, pour une soirée consacrée au jeu. Donc si vous êtes à Paris, que vous avez envie de le rencontrer, n'hésitez pas. Voilà, la maison, c'est la maison qui régale ou pas. Non, quand même, vous payez vos consos quand même. Qui régale. Non, oui, j'y serai peut-être. Voilà, on pourra peut-être discuter un petit peu. C'est tout pour cette semaine. Merci Julien d'être venu. Merci Alt d'être venu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh bien partout, surtout dans d'étranges éons. Non, en fait, moi, comme tu le disais en début d'émission, sur Gamecult maintenant avec Retro Island. Sinon, sur Internet, sur Twitter, voilà, @Marzin, MARZHIN. Mais bon, si vous suivez le Twitter de Hyperlink, vous le savez déjà. Et voilà, et dans plein de projets futurs dont je ne peux pas encore parler, mais j'espère pouvoir parler bientôt. On se frotte les mains en attendant. Et toi, Alt? Alors moi, peut-être plus pour longtemps à cause de l'article 13, mais je fais des vidéos sur YouTube pour l'instant, et aussi une chronique dans Canard PC tous les mois. Voilà. Très bien. Et toi, Lorraine, tu as toujours ta petite chaîne Shake Up qui est en stand-by. Qui est en stand-by, mais... pour le moment. Mais avec un autre projet qui arrivera, je ne sais pas encore quand, mais dans pas très très longtemps. Très bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Et toi, du coup, Cédric, tu as le nouveau mangacast Kaikoten qui vient de sortir. Ouais, l'épisode 4, l'épisode 5 sort la semaine prochaine, et le 6 aussi dans la foulée. Là, ça y est, on sort toute la finalité. Grande rétrospective Ghibli, toujours. Ouais, on est sur la partie après 2000 maintenant. Donc, d'accord. On a eu Yvan West-Laurence comme invité pour cette partie 4, en plus de Mathieu Pinot. Voilà, et je révèle pas les invités des dernières parties. On en parlera en antenne, évidemment. Voilà. Merci tout le monde. Comme disait la phrase consacrée, c'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce 71e numéro de Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitter, Facebook, Instagram. Et on a également Discord, dont le lien va pas tarder à apparaître dans le chat, si je dis pas de bêtises. On vous fait plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore tenue secrète. Et à très bientôt. Bye bye. Salut. Au revoir. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.